J'ai oublié ma casquette, hein? Ma calotte. C'est pas grave. Non, Ok, non, parce c'est qu'on a correct. toute une casquette. Ah non, ouais, c'est comme, c'est un bad hair day qu'ils appellent. C'est ça, malheureusement. Blaise, merci d'être des nôtres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fait que là, c'est comme, j'étais en train de recap avant qu'on commence, pour te présenter rapidement. Tu sais, ça fait 27 ans que tu pratiques en tant que physiothérapeute. Ouais. T'as quel âge? 27 ans. Ouais, il a dit 98. Parfait. Un bébé 98. Co-propriétaire des cliniques épéciennes, qui sont répandues beaucoup. Après, nous, on avait travaillé avec PCN dans le temps, puis c'est là qu'on t'avait rencontré. Moi, je savais même pas que dans ce temps-là, tu étais une sommité dans le monde de la course. Puis là, très content de te recevoir aujourd'hui à travers ce contexte-là. Aussi, fondateur de la clinique du coureur. Donc, vraiment, on voit la ligne directrice, un fan de sport. Puis ta pratique personnelle, si tu pouvais nous le résumer un petit peu. Tu veux dire ma semaine? Qu'est-ce que je fais dans une semaine? Non, mais je veux ta morning routine, Blaise. En fait, je fais encore une journée de pratique comme clinicien, c'est-à-dire je vois des patients blessés, beaucoup des coureurs, une journée par semaine. Après ça, je fais bien évidemment de la gestion parce que il y a PCN, il y a la clinique du coureur, mais aussi plusieurs startups et autres petites entreprises en parallèle. Et puis, je fais de la recherche, je fais beaucoup de présentations, de l'enseignement à des professionnels de la santé un peu partout dans le monde. Je voyage quand même pas mal. Fait qu'en gros, ça résume ma semaine et tous les jours, je m'organise pour avoir du fun avec ma blonde, mes enfants, puis courir et avoir du fun pendant 30 minutes à 2 heures par jour d'activité cardio. Puis ton background de sport, ça a commencé quand pour toi, le sport? Moi, j'ai commencé à courir à l'âge de... Le premier jogging que je me souviens, là, c'était à l'âge de 7 ans. J'étais parti... Moi, j'arrive de la Suisse. Je vivais en Suisse, dans les montagnes suisses, et je suis parti voir ma grand-mère qui était à 7 km en bas de la vallée. J'avais 7 ans, puis je suis parti, j'ai fait 7 km au jog en descendant, puis j'étais fier de moi, puis ça m'a comme donné une petite piqûre. Puis je suis devenu vraiment régulier à 14 ans quand j'ai décidé d'aller aux Olympiques sur marathon. J'ai constaté pas longtemps après que ça irait pas, là, mais je voulais aller aux Olympiques, fait que c'est pour ça que je suis devenu physio, pour après ça suivre une équipe nationale. J'ai travaillé avec l'équipe nationale d'athlétisme longtemps, pendant plusieurs années. Canadienne ou suisse? Canadienne. Et c'est à 14 ans, j'ai immigré au Québec, j'avais 10 ans, puis à 14 ans, en fin de compte, on immigre au Lac-Saint-Jean, à Héberville, dans les zones. Gros changement. Gros choc culturel. Et quand j'arrive avec là... deux accents complètement différents. Et pas juste ça, tu sais, j'avais les cheveux longs, on mangeait du tofu, on avait des chandails tricotés à la laine, filés par ma mère qui tricotait après. On était un peu bizarre. Mais bon, c'est une autre histoire de ma vie, mais... À 14 ans, je décide, je suis quand même bon à l'école pour quand on fait les Olympiades. Là, il y a le 1000 mètres, fait que je le gagne. Fait que j'ai un cardio correct. Puis là, je décide d'aller aux Olympiques. Fait que là, je commence à m'entraîner sérieusement. Puis là, je vais me blesser en masse. Je vais être en contact avec la physio. Je vais aller au cégep, faire de la course pas mal. Puis après ça, décider d'aller à l'université en physio parce que j'étais toujours blessé. Donc, je savais c'était quoi la physio. Et là, je vais en physiothérapie. En physiothérapie à l'Université Laval. J'ai couru avec le Rouge et Or pendant les 2 ans que j'étais là. Okay, cool. Et j'étais un mauvais coureur, là, un coureur de 800 mètres, là, mais voilà. Et depuis, j'ai fait de la route et maintenant du trail, parce que comme je deviens de plus en plus lent, j'allonge les distances. C'est aussi simple que ça. C'est une excellente stratégie. OK, cool. Puis là, tu disais que tu pratiquais aussi ski de fond, tu sais, plein d'autres sports d'endurance. Tous les sports d'endurance. On fait du vélo, on fait un petit peu de vélo de montagne, un peu plus de vélo de route, du fat bike l'hiver, du ski de fond, skate plus, puis de la raquette, puis... En fait, tous les jours, je fais un cardio. Fait que c'est plus l'environnement qui me dit que moi, je suis un coureur, j'aime courir, puis j'aime courir en nature, en toute simplicité, pas de montre, rien. Je pars dans le bois chez nous, je suis au lac Beauport. C'est infini les sentiers qu'on a là. Fait que c'est ça. T'es en train de me dire que tu mets pas ça sur Strava, là. Je suis même pas sur ça. En fait, j'ai un compte Strava qui... En fait, c'était intéressant parce que j'ai pas de montre non plus. Mais à un moment donné, j'avais une montre intelligente qui te fait les tracés et tout. Ouais. Et au lac Beauport, on a monté un réseau de 60 km de sentiers balisés. Fait que moi, je cherchais des places où passer les nouveaux sentiers. Puis avec ma montre, et là, ça allait sur Strava, qui était comme connecté, qu'un ami m'a connecté, je sais même pas comment. Et là, je recevais des kudos parce que j'avais fait 1 km en 1 heure, de repérage et... Là, j'ai fait, peut-être que c'est pas pour moi, finalement. C'est pas un bon pace, ça. C'est pas, 1 heure pour 1 kilomètre, c'est un peu lent, mais c'est ça. Fait que non, en fait, je suis désabonné de l'ensemble de tout ça, là.
C'est-tu en lien avec aussi tous les trails de vélo de montagne qu'il y a dans ce coin-là? Il y en a beaucoup, mais ça, c'est L-Bicycle et Sentier du Moulin qui s'occupent de ça Sentier beaucoup. du Moulin, mais nous, on a ok. tout un groupe de bénévoles, puis on entretient 60 km à peu près, un peu plus, presque 70. Là. Fait que, tu sais, il y a tout un réseau pédestre. On a un 50 km dans quelques semaines. Là. On a une course qui est le trail de la clinique du Coop. On a un 50 km, un 30, un 20, un 10, un 5. Puis, ben, c'est tout un réseau au Lac-Beauport qui est magnifique. Faut que tu fasses ça, toi? Ouais, faudrait que je m'essaye parce que là, j'ai le THC qui s'en vient puis je suis zéro près, là, fait qu'on va. Ah, ben là. faudrait que je Faut que tu viennes, là. Ouais. C'est Ouais. quand ça? C'est le 7 juin. Ah, c'est pas Hey, impossible. c'est une des plus belles courses que tu peux faire au Québec. Là. Ouais, peut-être un 30 C'est hot, je serai là. en forme, là. Ouais. Ah, le 30 est full, je peux toujours te trouver une place. Là, Ok. mais, Ah, on ouais. négocie, ok, c'est bon. Le 20 est full aussi. Je Ouais. me sens tellement imposteur, man, dans ce De quoi? podcast-là. Non, man. non, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été un sportif. J'ai toujours fait du sport. Du hockey. Mais je suis un gardien de but, en plus. Je suis un gardien de but au On est hockey. on est au Québec. hein, Non, mais j'ai joué au soccer, j'ai joué au baseball, j'ai toujours fait du sport. Je joue au golf. Mais, mais bref, j'ai toujours été sportif, puis là, tu sais, je m'entraîne, mais tu sais, l'endurance, je suis pas capable. J'aimerais ça être capable. J'aimerais ça, tu sais, commencer. man, Puis tout, c'est je t'ai des vu aller années. depuis 1 an et demi, puis tout ça, puis Ouais. tu sais, j'aimerais ça commencer, mais j'aime pas ça, l'endurance, là. C'est fou comment c'est difficile mentalement, je pense. Quasiment. Ouais. C'est plus dur mentalement au départ que physiquement. Moi, je sais pas. Moi, mettons, c'est la musique qui a fait que j'ai commencé à courir. Ça fait 15 ans, presque 16 ans, je cours maintenant. Mais tu sais, c'est juste que j'allais écouter ma musique, puis c'était ma manière pour moi d'être mélomane, puis c'est comme ça que ça passait plus vite pour moi. Après ça, il y en a que c'est la nature, il y en a que c'est... tu sais, Ouais. je pense qu'il faut que tu trouves c'est quoi ton truc aussi, mais commencer petit, tranquillement... Mais t'aimes pas ça, peut être aider. essoufflé? Ouais, c'est... Ouais. C'est un Ben, peu c'est pour ça. ça que je suis gardien de but. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, tu peux aller marcher tranquille, tu te dis, OK, je pars 30 minutes. Parce que pour ta santé, là, si on parle juste de santé... santé générale, OK? On sait par exemple que de faire une activité cardiovasculaire régulière va réduire par exemple le cancer de la prostate de 30-40 OK, OK? quand même. Ça va réduire la détresse psychologique jusqu'à 50 ça va réduire les maladies cardiovasculaires de 35 ton diabète de type 2 de 35 Tu sais, il n'y a aucune pilule qui existe aujourd'hui qui est aussi puissante que faire une activité physique cardiovasculaire quotidienne. Puis tu as besoin, grossièrement, là, de 30 minutes 5 fois par semaine. Fait que tu pars 30 minutes, marcher, puis si tu n'es pas assez essoufflé en marchant, ben, tu jogues 1 minute, puis après ça, tu remarches. Puis si ça t'essouffle un peu, ben, il faut que tu en profites, c'est bon pour toi. Ben, j'ai des enfants, fait que je joue quand même au hockey dans la rue avec mon gars. Au je suis soccer, au soccer, c'est ça. tout Bon, ça, ben, fait que- si tu as ton 30 minutes, c'est bien correct. Ben, tu sais, je me tiens actif, là, quand même, mais c'est juste, moi, vraiment, au niveau de l'endurance, tu sais, d'être capable de pousser. Parce que, là, 12 ans, je me suis cassé le tibia. Ouais. Puis, auparavant, les 6 mois avant ma blessure, je courais. Je courais pratiquement tous les jours. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas été capable de recommencer à courir, spécialement sur un fond dur, parce que quand je vais sur un tapis, je me mets une inclinaison, c'est plus smooth, Ouais. I guess, là, tu sais, ça fait Ouais, moins mal. un peu. Mais la tige que j'ai dans ma jambe, elle m'a empêché de continuer. Puis depuis ce temps-là, tu sais, j'avais commencé à trouver du fun là, à courir à ce moment-là, mais depuis ce temps-là, j'ai jamais réussi à retrouver ce plaisir-là de courir, mais j'aimerais ça. Mais là, j'ai fait des enfants, hein, puis tu sais- Voilà, tu ne changes rien. C'est Ouais, dans non, sa tête, c'est ça, clair, là. c'est ça, je Ok, pense. mais attends un peu ça, je vais vouloir en revenir, mais Là, on va là, commencer on le clenche les podcast sens comme ça. d'opinion, Hey, mais là. attends une petite seconde, ok? Je tiens à dire aux gens qui nous écoutent sur YouTube, principalement, abonnez-vous, s'il vous plaît. Cliquez Yeah. sur le petit je m'abonne en dessous. C'est quoi en français Pas mal exactement? ça, je m'abonne. S'abonner, Ouais, ou en c'est tout ça. cas, il y a un bouton Ils vont rouge. comprendre. S'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner. Fait ça qu'Alexis, c'est Ok, à toi. 1 minute de questions, Blaise, est-ce que t'es prêt? Ouais. Ouais. C'est l'affaire des rafales. Là. Ouais. Faut que je réponde juste par oui ou non. Oui, non, ou c'est des réponses courtes dépendamment de ce Ok. que je te Tu propose. peux passer aussi. T'as le droit de là, dire tu sais. passe. OK. T'es Oh. prêt, Antoine? Normalement, j'ai pas de tabou. Hein, fait que, Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que courir, c'est mauvais pour les genoux? non, Est-ce que les chaussures chères sont nécessairement meilleures? absolument pas. Est-ce que les coureurs se blessent parce qu'ils s'entraînent trop ou mal? Oui, Selon toi, est-ce que la course à pied est plus populaire que jamais? oui, Est-ce que le sport le plus couvert par les physios de nos jours, c'est la course à pied? non, Est-ce qu'on confond trop souvent douleur et blessure? oui, Est-ce que courir sur un tapis roulant, c'est pareil que courir dehors? presque. Faire du gun à massage après une course, est-ce que ça sert à quelque chose? Pas grand-chose. Est-ce que la technique de course naturelle est meilleure que celle enseignée?
Moi, j'enseigne la naturelle, donc, mais la naturelle est certainement une bonne chose, oui. Super. Tu peux en choisir qu'un seul, volume ou intensité. Volume. Est-ce que courir pieds nus peut être bénéfique? Certainement. Est-ce que c'est utile de faire des étirements avant de courir? Non. Est-ce qu'on peut courir tous les jours sans se blesser? Surtout. Est-ce qu'il faut toujours écouter son corps? Oui. Est-ce que les périostites sont causés surtout par le volume ou par les chaussures? Intensité. Est-ce qu'un coureur... C'est time. Les réponses. Ça, ok, excellent. Il y a du stock. Ok. C'était le fun. Là, moi, j'étais concentré là-dedans. Y en a-tu qui vous ont accroché en premier? Ben moi, les pieds nus, j'aurais pas pensé que tu dirais que c'est bon. Courir c'est pieds nus. excellent. Parce que toi, tu me parlais pas que c'est un genre de mode qui était v'là un certain temps. puis, Ça, c'est ce qu'ils ont dit dans un magasin où ils vendaient des chaussures. Ouais, il y a ça Attention, aussi. là. Mais Ouais. dans toute l'industrie de la nutrition ou la course, je pense qu'il y a beaucoup de marketing aussi, dépendamment de Oui. qui pousse le produit. C'est juste tantôt, on lisait Gourou qui faisait un post qui était comme ah, la taurine cause la leucémie. Tu sais, pendant on était comme ouais, c'est sûr que Gourou a avantage à dire ça parce qu'ils en ont pas versus Monster puis Red Bull où est-ce qu'il y a de la taurine. T'sais. Fait que des fois, il y a un biais de. J'étais en train de boire une Monster. C'est J'étais comme, tu m'as pas c'est la ton leucémie. biais à toi. Mais ouais, moi j'avais lu le livre Born to Run. Je sais Ouais, pas si c'est ça. Christopher McDougall. Ouais, c'est ça. Où est-ce Ouais. qu'il va voir les Tarahumara? Là, ok, Ouais. moi je me permets d'aller geek. On a un avec vrai lui. gig, là. Ouais. Il a fait sa recherche 5 minutes Ouais, avant, c'est- par exemple. Chat GPT. un peuple autochtone du Mexique qui court dans des vallées puis qui est super genre reclus. Puis là, la gang sont allés les voir puis essayer de les befriend, mettons, puis de les emmener sur des ultras après. Là. Je paraphrase beaucoup, là, lisez le livre, c'est incroyable. Puis finalement, ben ils ont pété des scores, ces gens-là, puis c'est juste des gens qui couraient à pied dans la nature puis qui s'alimentaient de genre bière au maïs. Des comme... Moi qui cours sur des souliers de plaques de carbone puis qui va s'arranger pour avoir ses petits gels tout le temps, j'étais comme ok, c'est une différente réalité. Fait que là, quand ça c'était sorti, c'était quand même trendy dans ce temps-là parce que Ouais. les magazines en parlaient pas mal plus du barefoot running, des choses comme ça. Ouais. Je pense que ce livre-là a comme donné un gros kick. élan. Ouais, un gros Ouais. élan. Est-ce que aujourd'hui c'est encore d'actualité? Y a-tu beaucoup d'études qui backent ça nécessairement? Ou... Plein. Ah ouais. Plein. OK, Ok. là, moi, je vais faire une petite parenthèse avec ce que tu viens de dire. Oui. Les tendances sont la majorité du temps mis en place par une industrie qui en profite. Ouais. C'est-à-dire, quand on sort les plaques de carbone, admettons, Nike invente la plaque de carbone existait avant, elle avait déjà été testée dans d'autres chaussures, on savait que c'était pas efficace pour améliorer les performances. Nike sort sa super chaussure, la Nike Vaporfly 4%, et en fait l'objectif c'est de valoriser un produit que tu vends le plus cher possible pour faire une bonne marge dessus. Okay? Ouais. On s'entend, tout le monde fait ça partout, le biais commercial influence énormément nos croyances aujourd'hui, et ça c'est un problème. Ce que la clinique du coureur fait, en fin de compte, c'est de prendre la littérature scientifique, la science, les faits pour essayer d'élaborer sur c'est quoi qu'il faut croire aujourd'hui. Parce que si tu reviens 20 ans en arrière, il y avait un énorme gap entre la littérature scientifique, les connaissances, les faits, la vérité, entre guillemets, et nos connaissances à nous. Parce que ça n'arrivait pas dans le public quand il y a un article qui disait « il faut arrêter de s'étirer avant de faire du sport Ouais. ». Ça prenait du temps. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette problématique-là. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, on a un accès ultra rapide à toutes sortes d'informations. Aujourd'hui, le problème, c'est de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et de la junk, il y en a partout. Et si tu suis où va l'argent, habituellement, ça te donne toujours des biais commerciaux associés qui, en fin de compte, te laissent croire des affaires. Fait qu'on peut reprendre le point un après l'autre. Ouais. Vendre du pied nu, ça, par contre, c'est pas super lucratif. Il y a eu à un moment donné une mode de la chaussure barefoot. Donc, Ouais. on a eu les five fingers avec Ouais. les doigts d'orteil, tu te souviens. Et là, comme en fait les compagnies avaient très peu d'intérêt à aller vers le barefoot parce que en fait, c'est que comment tu vends de la technologie pour être plus proche du pied nu puis avoir moins de technologie. Il y a quand même une Paradoxe, complexité, un petit paradoxe. Ouais. Tu sais. Mais quand les parts de marché du minimalisme ont monté parce qu'il y a eu Christopher McDougall qui a fait Born to Run, puis qui a un peu... Puis là, il y avait plein de scientifiques qui faisaient des études sur l'intérêt du pied nu. Il y a une mode scientifique, il y a une mode locale. Et là, toutes les compagnies ont dit, il faut prendre cette part de marché parce que là, les ventes de minimalisme montent de même. Fait qu'on va prendre les parts de marché. Fait que là, toutes les compagnies, sans aucune exception, ont fait des chaussures avec un argumentaire de vous allez courir plus naturel, c'est des chaussures minimalistes, il y a moins de drops, etc. Mais qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste, là? Une chaussure, bonne question, on a publié un papier scientifique sur le sujet, c'est une chaussure qui est plus proche du pied nu, pour faire très simple. Ouais. Mais en fin de compte, on a déterminé 5 critères des chaussures
qui, et là je rentre dans de la complexité, là, son épaisseur, sa flexibilité, son poids, ses technologies pour contrôler le mouvement du pied. Il m'en manquait un, le drop, c'est-à-dire l'élévation du talon par rapport à l'avant-pied. Ces 5 critères-là, avec 20% chacun, te donnent l'indice minimaliste. Donc moi, je suis capable de prendre ta chaussure puis te dire, ben ça, c'est un indice minimaliste de 20 versus de 80%. Elle est très peu ou beaucoup minimaliste. C'est un continuum. En gros, c'est plus tu t'approches du pied nu, plus ton indice minimaliste est proche de 100%. Comprends. Le point par rapport à ça, pour répondre à ta question, c'est-tu bon ou pas bon de courir pieds nus, puis c'est-tu bon d'aller vers des chaussures plus minimalistes ou plus maximalistes? On sait aujourd'hui, avec beaucoup de clarté au niveau de la science, que plus ta chaussure est épaisse, lourde, avec un drop important, plus tu perturbes ta biomécanique qu'on va appeler naturelle. Naturelle dans le sens de c'est comment tu cours quand tu es pieds nus. Et plus tu cours dans du minimaliste, plus tu te rapproches d'une technique pieds nus. Et la technique pieds nus, c'est une technique protectrice pour toi-même. Quand tu n'as pas l'amorti en dessous de ton pied, ben, tu fais des petits pas, puis tu amortis le choc, puis tu fais moins de bruit, puis ta cadence augmente. C'est tous des facteurs, en fin de compte, biomécaniques qui ont aussi été associés à de la prévention des blessures. Donc, si aujourd'hui tu me dis, c'est-tu mieux de courir avec des grands pas en attaquant fort au sol, en attaquant fort du talon avec des grosses chaussures, ce qu'on observe chez beaucoup de personnes, ou de courir avec des petits pas légers en faisant peu de bruit, en modérant bien les forces d'impact avec des chaussures plus minimalistes ou pieds nus, je vais dire clairement, va vers le pied nu. Là, c'est là ma question parenthèse. Est-ce que, si, exemple, moi, je suis que habitué avec des super shoes, des choses comme ça, ouais. Là, je suis loin de ma biomécanique, mais je me suis comme habitué à exact. Ça. Est-ce que là, dans le fond, ça reviendrait au même? Ben, en fait, compte, là, tu t'es pleinement habitué. Si tu t'es pas blessé, ouais. tu as été suffisamment progressif, tu t'es développé. Je te donne un exemple. Plus ta chaussure est maximaliste, plus le stress d'impact sur le genou est grand. Ouais. Fait qu'après 15 ans de course, si tu as toujours couru avec des grosses chaussures, comment va être ton genou si je te fais une résonance magnétique? Des beaux cartilages, bien épais, bien solides. Il était stressé pendant 15 ans avec des grosses chaussures. Fait que ton corps va s'adapter à plein de choses. Mm-hmm. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si tu commences la course à pied, avec quoi tu devrais commencer? Si jamais tu es habitué à quelque chose, est-ce que vraiment tu devrais changer? Mm. Et là, la première question, c'est si tu commence avec de la simplicité, des petits pas, peu de bruit, parce qu'on sait que c'est tous des facteurs qui ont été associés à moins de blessures, et des chaussures plus simples, plus minimalistes. Ouais. Si je te prends comme exemple, si tu as l'habitude d'être dans grosses chaussures, tu n'es pas blessé, et tu ne veux pas non plus améliorer tes performances, change pas tes habitudes. Ouais, j'aimerais ça améliorer mes performances quand même. OK, si on peut en reparler, là, il y a une étape 2. Là. Ouais, mais mettons, pour en revenir au... Ouais, là, j'ai plein de questions. Hey man, c'est vraiment intéressant. Mais je connais ton affaire. Moi, je pense que j'ai dit au monsieur quand j'avais acheté mes souliers de course. J'étais comme, j'ai mal dans les tibias, j'ai mal. Ça me prend plus d'amorti. J'avais les souliers à mon père qui m'avait passé, là, j'avais pas de souliers de cours. Ouais. Puis, des souliers propres à lui parce qu'il y avait, en tout cas, quoi dans le pied. Antipronateur. Fait que là, j'étais genre, bah super, là, ça me faisait mal. Genre, je vais changer. J'étais allé en tout cas, j'étais allé m'acheter des souliers. Je pense que je dois avoir ça de mousse en dessous. Je me suis dit, hey, je vais courir sur des petits nuages, je vais être bien. J'ai encore mal au tibia comme pas possible. Ouais, mais c'est parce que, sûrement, parce que de ce que je sais, là, vu qu'on est frères, mais je pense que tu m'en parles beaucoup puis t'as l'air de faire des trop grands pas. Mais ça a l'air d'être un problème de beaucoup de coureurs qui commencent. Ouais. Parce que tu vas mettre plus de poids sur ta jambe. Là, tu peux me corriger quand tu veux. Hein. Non, mais je vais lui donner 3 conseils puis il va régler son problème. Vas-y. Tu vas avoir un physio qui va te donner des conseils. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Okay. Le deuxième, c'est que si, admettons, tu dis « je n'ai pas le temps, je peux pas », je vais te dire « fais des petits pas, augmente ta cadence. Le nombre de pas par minute devrait se rapprocher de 180 plus ou moins 10. » OK? Fait que si tu fais des grands pas puis tu cours à 140 pas par minute parce que tu es quelqu'un qui est costaud, quelqu'un qui est grand et quelqu'un qui joue au hockey, ben, c'est des facteurs qui vont faire la promotion d'une cadence lente. Ben, tu vas mettre un stress sur ton tibia qui est important. T'attaques du talon avec un aspect de vibration important, ça va être encore pire. C'est tout ce que je fais. Exact. Je fais des grands petits pas. OK. Fait que les petits pas... Des petits pas, sans faire trop de bruit. C'est la musique que je mets dans mes oreilles. Je pense que ça, c'est un facteur... Ça peut avoir une influence. Ça te prend du 180 BPM. Ouais, là. Si tu écoutes la tune à 150, là, ça marchera pas. Mais du petit Frank Sinatra, je cours tranquille, je regarde les arbres. Là, il y a genre du... je sais pas quoi, de l'électro-house qui pop. Là, j'augmente, je cours, j'ai mal. C'est mon choix musical. C'est ma playlist qui va peut-être m'aider à faire. Peut-être. Mais là, faut pas que tu ailles plus vite. Ouais. Ça, l'autre chose aussi, c'est que sur les périostites, les douleurs au tibia, puis là, quand tu dis douleur au tibia, il faudrait vérifier si c'est en avant du tibia ou à l'intérieur du tibia. En avant.
En avant, OK. Tu as probablement ce qu'on appelle un syndrome. Est-ce que quand tu cours, tu n'es plus capable de courir à un moment donné, tu es obligé de marcher? Parce que c'est comme tendu, douloureux et... Mais je cours pareil dessus. Tu cours pareil dessus? Ouais. Mais pas de Mental là à... toughness. Ouais, un peu, mais pas de là à me rouler au sol puis complètement arrêter. Mais Okay. j'ai l'impression que mon tibia, il va faire une fracture de stress. J'ai l'impression qu'il va me péter par en avant. OK. Bon, à analyser. Ouais. Va voir un physio. Ah. Ça pourrait être un syndrome de Loge, ça pourrait être une périostite de la crête tibiale antérieure, une fracture de stress, c'est les 3 diagnostics classiques. Une chose est certaine, les grands pas avec des forces d'impact importantes, des grosses chaussures à talons surélevés et très amortis, c'est la pire recette pour avoir ce genre de pathologie-là. Moi, j'ai une question. 250$ pour avoir mal dans le tibia. Non, mais après ça, mais tu sais, mettons, moi, mes choses viennent de me coûter 400$. Mais là, ça, mettons, ouais. C'est fait crosser. Non, mais. Hey, j'ai ça, mec. Non, mais pour vrai, OK, pour toi, la plaque de carbone, ça sert à rien. La plaque de carbone ne change absolument rien aux performances. Il y a Ah ouais! Hey, là, Comme ok. surpris. Non, mais oui, mais c'est parce que depuis. Tu sais, on entend. Ben, même moi, je le sens qu'il y a genre une différence, mais là, c'est peut-être mon effet. de carbone? Dans le soulier, François. Il sait même pas. Ben, lui est dans pense. On lui a dit, il a payé cher pour une plaque de carbone qu'il ne voit pas. Non, mais j'en vois pas. Ouais, c'est vrai. Elle pourrait ne pas Elle être là. pourrait ne pas être là. C'est vrai. Mais j'ai écouté Mais un. dans ta semelle, c'est ça que je voulais savoir. Dans ma. Oui. Dans ta semelle, dans la semelle intérieure. Ouais. Mais Non, j'ai mais ça écouté une aurait pu vidéo être sur des sur gens le qui talon. coupaient en deux puis qui me montraient Ouais. comment. Là, fait que. Mais C'est te ouais. rassurer. Oui. Elle devrait être là. Tu as essayé de la plier puis elle est rigide, fait que tu te dis, il doit bien avoir une plaque de carbone. Mais j'ai l'impression, puis tu sais, je suis quand même proche de mon data, mettons. J'ai Ouais. vraiment l'impression que je suis capable de performer un petit peu plus quand je mets mes carbones, tu sais. Mais ça, c'est comme Ok. quand ta mère a dit. Moi, je vais t'expliquer pourquoi, si tu veux. Là. Ouais, mais ça, on est là pour ça, let's go. Hey, tu veux-tu t'approcher juste une petite affaire, Antoine? Sinon, tu vas le cacher. Ok. Je suis rendu Ok. trop large. Non, Je c'est me bon. rapproche où? Juste un petit peu vers moi. Vers toi? Ouais, une petite affaire, là. Aïe, Parfait. ok, bon, ben super. Il y a beaucoup d'argent qui sont partis dans les plaques Ouais, de c'est carbone. parfait. Ouais, Fait que là, la plaque de carbone. ouais. On a une revue systématique avec à peu près 10 papiers qui ont évalué si ça marchait ou pas. Ok. Première affaire. Puis un des papiers qui a été publié, c'est quand on a sorti la Nike Vaporfly 4%, la fameuse première chaussure Nike avec plaque de carbone. Ouais. Ils ont fait un test et ils ont dit, OK, on va la faire intègre versus on va la scier en différents morceaux. OK? Fait qu'ils ont tous scié l'avant pour augmenter l'effet de flexibilité. Ah, c'est ça qu'ils vendent, dans le fond, de la plaque de carbone. C'est qu'il y a un effet de. Un retour d'énergie. Et t'as toujours quelqu'un sur le web là, qui plie la chaussure puis qui regarde combien rebondit vers l'avant. Puis Ben. là, tout d'un coup, c'est la chaussure de plaque de carbone. Puis là, elle explose. Là, tu sais, Ouais. puis tu dis, ça va me propulser, ça va Ok. me faire rebondir. Ouais. Il y a dans l'inconscient collectif, on a réussi à teinter tout le monde de cette croyance que la plaque de carbone et cette rigidité allait améliorer l'effet rebond, la vitesse de course, l'économie de course, etc. Ok. Là, moi, ma question, puis c'est toujours ça que la clinique du coureur fait, c'est ça marche-tu, ça marche pas? On vous vend-tu quelque chose avec une fausse croyance associée, ce qu'on a fait historiquement tout le temps avec les chaussures, de l'amorti pour prévenir les blessures, les antipronateurs pour le pied plat parce que sinon tu vas te blesser, et tout ça, c'est de la bullshit, là. Ça marche pas, là. Fait que si je reprends la plaque de carbone, la plaque de carbone, ils l'ont coupée, puis ils ont regardé la consommation d'oxygène. Un masque là, pour regarder ta consommation d'oxygène pour savoir si c'était plus économique. Sur une distance d'1 kilomètre, combien d'énergie tu dépenses? Plaque de carbone coupée. Y a-t-il une différence? Réponse, 0. Là, ce que tu me dis, c'est que toi, tes chaussures, tu as l'impression qu'ils vont plus vite. Ben, Mais c'est peut-être pas la plaque de carbone. c'est peut-être moi. Fait que c'est tout moi, dans le Non, fond. mais ça pourrait être la chaussure sans que ça soit la plaque de carbone. Je Parce que comprends. là, les nouvelles gammes de chaussures, ils ont ce qu'on appelle un foam PEBA, du polyéther blocamide. C'est comme un nouveau foam qu'ils ont découvert en 2017 avec Nike, justement. Et ça, c'est un vrai intérêt pour la performance. C'est que pour le même volume de foam, il est beaucoup plus léger que l'ancienne génération qui est de l'EVA. Fait que là, on a réussi à faire des chaussures de performance qui étaient ultra grosses maximalistes, mais beaucoup plus légères. Ok. Je te donne un exemple. Ouais. Si tu compares à tes anciennes chaussures, tu dis quand je mets celle-là, je vais plus vite, celle-là, je vais moins vite. Moi, ma première question que je vais te poser, c'est combien qui pèse? Ouais. S'il y en a une qui fait 140 grammes, 160, 180 grammes qui est à plaque de carbone et que l'autre, elle fait 250 grammes, 300 grammes, c'est sûr qu'elle va aller plus vite. Ça n'a rien à voir avec la plaque de carbone, ça a à voir avec le poids. Ouais. Et le problème qu'on avait dans le temps, c'est que le poids, on sait ça depuis toujours. Hein? On a 30 papiers scientifiques qui montrent que plus le poids de la chaussure est légère, plus elle est performante. Pour chaque 100 grammes dans les pieds, tu augmentes de 1% ta consommation d'oxygène. C'est câble. Hey, Puis ça, c'est vraiment ça beaucoup. se traduit en minutes sur un demi-marathon, sur un marathon, là, de plusieurs minutes. Là.
Si je prends la grosse chaussure versus une chaussure très légère, là, ça va jusqu'à 10 minutes de différence, là, juste à cause du poids de la chaussure. Parce que le poids dans ton pied est mobilisé à grand bras de levier et à haute vitesse, et c'est coûteux. Ce même 100 grammes sur les pieds, c'est l'équivalent d'1 kilo sur le ventre. Fait que t'es mieux de grossir du ventre que des pieds. Ça coûte beaucoup plus cher. Fou, là. Fait que là, je reviens avec la chaussure à plaque de carbone. On commence à savoir aujourd'hui pourquoi ces chaussures-là pourraient améliorer la performance chez certains individus. Quand on regarde les études, on est à plus 11 jusqu'à moins 11% d'économie de course. Ça veut dire qu'il y en a qui se détériorent, il y en a qui sont vraiment moins bons, puis il y en a qui s'améliorent. OK. Tu prends la moyenne, plus 1%. OK? Peut-être que tu es un responder. Peut-être que toi, la chaussure fonctionne. Mais là, il y a un papier de Kim Hébert-Lausier, Jean-François Esculier, qui vient d'être publié sur l'effet placebo de la chaussure. Ouais, ça, je suis peut-être là-dedans. OK? On te donne 2 paires de chaussures, qui sont peinturées en noir. C'est exactement les 2 mêmes paires. Mais on te dit, il y en a une qui est la nouvelle technologie, elle vaut 400$, elle a une plaque de carbone, elle a tout ce qu'il faut pour aller plus vite. Et quand on te donne l'autre, on te dit ça, c'est une imitation qui coûte beaucoup moins cher, qui est sur le marché déjà actuellement, puis qui est vendue à étalage grande surface. Puis là, on regarde si tu es vraiment plus économique avec une ou l'autre, puis finalement, on réalise que c'est la même affaire. Mais on te fait un questionnaire avec laquelle tu as l'impression d'aller plus vite, avec laquelle tu performes plus, tu as l'impression d'avoir plus de rebonds, et clairement, l'effet placebo est très important. Ah ouais. Et ça vient de sortir en plus, ce papier-là, Ah qui sont ouais. des collègues de la clinique du coureur. Fait que ça, c'est une affaire. Mais C'est en malade. plus du poids, on a l'effet placebo, puis on a 2-3 petites affaires qu'on a analysées, mais de façon générale, il y a un critère sur la performance, c'est le poids de la chaussure. Plus c'est léger, mieux c'est. Historiquement, pour faire des chaussures plus légères, on avait un choix. Il fallait enlever du contenu. Il fallait enlever de la mousse, il fallait enlever du... Fait que là, tu faisais des chaussures qui étaient de plus en plus minimalistes. Puis à un moment donné, ben, les gars qui ont l'habitude, ou les filles, l'habitude de s'entraîner dans des grosses godasses pour leur entraînement, ils n'étaient pas capables de porter des chaussures plus minimalistes. Plus minces. Il était trop habitué. Ah hein. oui, parce que là, tes mollets sont surtaxés parce qu'il faut qu'ils travaillent plus. Ton pied, il est plus chargé parce qu'il n'y a pas l'amorti en dessous. Tu protèges tes genoux et ta hanche, mais le reste est plus stressé. Fait que ces personnes-là étaient incapables de faire un marathon en chaussures de 100 grammes. Mais aujourd'hui, on est capable d'avoir des chaussures très légères à cause de ces nouveaux foams, mais qui restent maximalistes et qui correspondent à tes habitudes de chaussage. Fait que ce serait quasiment mieux d'enlever la plaque de carbone de mes Alpha Fly, genre, puis d'avoir moins de poids encore, mais de garder le côté maximaliste de ma chaussure. Oui, mais ta plaque de carbone est tellement légère que ça ne fait pas une énorme différence. Ah ouais? Ouais, Ok. tu sais, le carbone, la plaque qu'ils te mettent, puis maintenant, en plus, dans les nouvelles gammes de chaussures style Adidas, c'est des tiges, c'est même pas une plaque. Ah ouais. Fait que, tu sais, ils essayent de toujours innover, mais le jeu des entreprises, là, c'est d'innover pour laisser croire que, et vendre à haut prix. Fait que comme c'est le jeu, ben, quand tu mets une plaque de carbone, tu es capable de... Hey, tu sais, on avait des chaussures, les chaussures ne dépassaient pas 200$ là, avant 2015. Là. C'est vrai. 2017, cette chaussure-là, avant, elle arrive, elle est vendue 330$. Là. Tout le monde capote. Mes premiers Vaporfly, c'était ça. Genre, premier marathon, j'étais comme, God, ça coûte cher. Puis là, après ça, maintenant, on a Adidas qui a sorti sa 500 US, 500$ US pour des tiges de... Et puis là, tu as les Chinois qui viennent de faire une nouvelle chaussure, là, 95 grammes, là, encore plus légère. Elle n'est pas détaillée, mais elle va valoir une fortune. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à te vendre la croyance que tu vas vraiment aller plus vite avec ça, puis tu es prêt à payer le prix. Puis est-ce qu'il y a une Tout le monde fait certaine durée de vie à un soulier? 500 kilos. Non, À mais peu ça, près. ça aussi, c'est une bêtise de d'antan. C'est Super, j'en ai beaucoup des bêtises. Non, mais de dire, est-ce que le foam est moins performant parce que j'ai couru tant de kilos, puis là, il est plus affaissé? Ou il est... Oui, puis historiquement, on disait après 400 km, tu as 50% de ton EVA, ton foam, qui n'est plus responsive, qui n'amortit plus. Puis ça justifiait de dire, ben, il faudrait peut-être les changer. Mais là, finalement, on s'en fout de l'amorti. On sait que ça n'a rien à voir avec la prévention des blessures ni rien. Donc, on s'en fout complètement. Fait que moi, ma recommandation, c'est que tu changes de chaussure quand elle devient un facteur d'exacerbation d'un vice biomécanique. Elle commence à être déformée, elle commence à être mal usée, puis elle t'emporte continuellement dans une sorte de vice mécanique là, où tu n'es pas habitué de courir de cette manière-là. Ben là, ça vaut la peine de la changer. Les nouveaux foams, les nouvelles paires de chaussures se déforment beaucoup plus rapidement, sont moins durables. En plus, il y a comme une obsolescence programmée, fait que là, ça coûte de plus en plus cher pour... voilà. Ah, c'est fou. Moi, j'ai des chaussures, j'ai fait 3000 kills avec. Là. Ah ouais, c'est malade, ça.
C'est fou, parce que dans le fond, toutes les croyances que j'ai sont fausses. Mais vous savez qu'il y en a qui seront pas contents de ce que je dis là. Non, mais c'est pour ça, en plus, quand tu étais dans la tête d'un coureur, je pense que l'autre podcast avant ou whatever, mais il y avait des gens qui étaient pas nécessairement d'accord avec toi, puis tes opinions étaient franches, mais en même temps, tu parles puis tu cites les sources, fait que c'est dur. C'est ce que fait la Clinique du coureur aujourd'hui, là, c'est qu'elle a une veille systématique de la littérature. On trie tout ce qui est indexé sous Running Runners dans Medline et dans les banques de données médicales pour ne rien oublier au niveau scientifique. On trie à peu près 2500 papiers scientifiques à tous les mois. C'est fou, ça. Il y a 8 PhD qui travaillent à la Clinique du coureur, qui sont des enseignants de la Clinique du coureur qui travaillent là-dessus. Jean-François Esculier, Anne Fong et Benoît sont des personnes qui font la veille initiale. Et ces personnes-là nous trient la littérature. À chaque mois, on a 10 à 40 nouveaux papiers qui modulent ce qu'on dit et ce qu'on fait. Fait que, tu sais, si tout d'un coup, il y a un nouveau papier qui vient de sortir pour dire les plaques de carbone, finalement, ça marche super bien, ben moi, je vais être obligé de dire que ça marche super bien. Je vais être critique de l'article, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de biais commerciaux, je vais m'assurer que les auteurs n'ont pas été payés par Nike, ce qui était le cas du premier papier publié avec le Nike Vaporfly. On va être critique, mais la science, c'est la science. Bon, ben, je vais y aller avec le poids de la chose. Y a-tu un autre organisme comparable à la clinique qui fait ce genre de truc-là? Parce qu'il y a une analyse quand même assez... Il y a des bons chercheurs qui font de l'enseignement de formation pour les professionnels de la santé. Je pense à Tom Goon en Angleterre, Greg Lehman à Toronto. Mais un regroupement comme regroupement comme la Clinique du coureur, on est vraiment les leaders dans le monde sur ça. Là. C'est malade. Oui, mais c'est ça, vous êtes dans le monde, c'est pas juste au Québec. Toi, t'es le fondateur de la Clinique du coureur. Oui, exact. Puis t'as commencé ça ici. Mais après ça a fait un renom international. Puis là, on a formé des enseignants à l'ensemble de toute cette science-là. On s'est monté une équipe. Fait que là, on est 82 maintenant à la Clinique du coureur. Okay. On a une entreprise en France, légalement, fiscalement indépendante, là, qui s'appelle Running Education. Et eux, finalement, nous, on est les producteurs de contenu, c'est-à-dire cette veille scientifique, monter les conférences, etc. Mais on a des enseignants dans 15 pays. OK. Ouais. Là, Jean-François, aujourd'hui, est au Japon avec Kaz pour un congrès. Il donne un cours, il présente dans un congrès international, le congrès mondial de la physiothérapie, et sur les nouveautés de la course à pied. Puis voilà. Est-ce que la Clinique du coureur, parce que tu as dit il y a des gens qui ne seront pas heureux de ce que je dis, se fait aussi juger à un certain point par des méga entreprises ou peu importe, que si vous avez un certain créneau, un certain biais à dire ça, on n'est pas d'accord, on n'approuve pas ça, ou du moins le conglomérat dit que c'est pas correct. Y a-tu des maisons demeure ou... Quand on prend un Adidas qui a 24 milliards de chiffre d'affaires, peu importe, on fout un peu nous autres. Là, c'est pas tellement grave. Là, ceux qui nous aiment moins, habituellement, c'est ceux qui sont localement je vais dire, des vendeurs de chaussures qui font des recommandations inadéquates et on leur dit que c'est inadéquat de faire des recommandations sur la sorte. Et ça embête des gens. Quand je dis qu'il n'y a pas de limite sur le nombre de kilométrages, ben c'est pas ce que l'industrie veut laisser croire. Ouais. Quand je dis que les plaques de carbone, ça marche pas, ben le vendeur de plaques de carbone, ça l'embête que je dise ça. Là, fait que oui, il y a quand même, puis tu sais, même dans la région de Québec, à Montréal, il y en a qui sont pas contents de ce qu'on dit, là. Mais maintenant, on est là depuis tellement longtemps, puis on est tellement stiff et rigoureux. Tu sais, une des choses qu'on ne pourra jamais nous reprocher, c'est qu'on n'a aucun biais commercial relatif à l'industrie de la course à pied. Fait que moi, je paye les chaussures avec lesquelles je cours. Puis c'est pas parce que je peux pas en avoir des gratis. Ouais. J'aime tellement ton franc-parler. Non, mais c'est vrai. C'est sans opinion, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est malade, mais en même temps, c'est pas comme si tu disais au shop de course que nécessairement toutes les chaussures qu'ils vendent c'est de la merde. C'est juste comme, tu sais, mettons, il pourrait avoir une balance puis on pourrait les peser par exemple si c'est vraiment un facteur qui est important. Moi, j'aimerais mieux être en connaissance de cause de ça que du branding de Nike puis de ma plaque de carbone, tu sais. Tu sais, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, là, c'est que les compagnies ont un intérêt, c'est faire du profit. Comme n'importe quelle compagnie, je blâme pas ça, c'est normal, on est dans un système capitaliste. Fait que le truc, en fin de compte, c'est que là, leur but à Nike, là, c'est d'essayer d'innover sur la prochaine nouveauté qui va faire le trend. Et si tu es capable de faire buzzer autour de ta chaussure, ils ont investi 25 millions pour leur projet Sub2. Okay? Juste essayer de rentrer en dessous de 2 heures sur marathon avec une Tesla en avant qui coupait l'air à Kipchoge. C'est malade les conditions. Hein. Ben, c'est une journée pas de vent, puis il fallait que tout soit parfait. Là. Oui, puis en même temps, ben, c'était un peu de la triche parce qu'il y avait des lièvres qui suivaient jusqu'à la fin, puis parce qu'il y avait une Tesla, il avait calculé l'aspiration. Là, mais l'objectif de ça, c'est quoi? C'est de le faire courir en moins de 2 heures avec les Vaporfly.
les chaussures Nike Ils pour sont pouvoir en vendre. signés dessus. Après, Ben oui. ouais. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils en ont vendu une tonne. Fait que leur investissement de 25 millions pour ce projet-là, plus après ça, celui d'Ineos, où là, ils ont finalement réussi à briser le 2 heures, plus leur investissement en promo et ainsi de suite, est énorme. Mais ils sont rentrés dans leur argent, mais largement. Ils en ont vendu une tonne. Ah, c'est Fait marrant. que, tu sais, le jeu de la compagnie, c'est d'essayer d'innover, de trouver la nouvelle tendance, de la mettre sur le marché, de la vendre à haut prix avec cette valeur ajoutée par rapport à la compétition. Et en dehors de tout ça, ben bingo, on va faire des profits puis on va faire des sous. Y a-tu des brands de souliers que t'aimes plus particulièrement que d'autres ou vraiment tu regardes que le poids puis comment la chaussure fit avec la personne ou... Ben en fait moi, j'ai des brands qui correspondent plus à ce que moi je cherche comme indice minimaliste. Parce Ok. que maintenant, le problème, tu sais, on parlait de la tendance minimaliste il y a 10 ans. Ouais. Là, la tendance aujourd'hui, elle est maximaliste. Ouais, ouais. Fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les compagnies essayent de grossir le plus possible. Ouais. Et là, la World Athletic a même statué, pour performer, si tu veux que ça soit légal, c'est maximum 40 mm. Ouais, Mais là, Adidas a fait une 50 mm. Hey, 5 cm d'épaisseur de chaussure. c'est énorme. Mais celle-là, tu ne peux pas la porter en compétition, sinon c'est pas légal. Tu sais, quand tu me poses la question sur les brands, moi, je m'en fous complètement des brands. Je veux une chaussure qui me fit, c'est-à-dire que je suis bien. Ouais. Dans l'indice minimaliste qui correspond à mes habitudes puis à ce que moi, je sais qui est bon pour moi, c'est-à-dire une altération pas trop importante de ma biomécanique. Fait que moi, j'ai des chaussures tout le temps à 70-80% d'indice minimaliste. Puis ouais. l'été, j'enlève les semelles internes pour être encore plus flat puis être plus proche du sol, sentir un peu les cailloux puis sentir que je développe des bons comportements de modération d'impact puis que je frappe pas le sol pour que mes tibias s'explosent à chaque pas. Là, t'sais. Comment tu fais dans un magasin pour savoir que ce soulier-là va bien te faire? Tu peux pas aller courir, sortir du magasin et partir courir, mettons? Il y en a que oui, il y en a qui Il y ont a des treadmills. Oui. Des treadmills? Oui, puis même normalement, ils vont, si c'est pas lettre dehors, là, ils te font courir sur le trottoir là, pour que tu puisses vraiment les tester. Mais tu fais 20 mètres, tu fais 30 mètres, puis tu dis OK. La première affaire qui est importante avec une chaussure, c'est le fitting. C'est de s'assurer que tu n'as pas de point de pression au niveau du gros orteil, du petit orteil, que tu aies de la place, sois capable de bouger tes pieds, que tu l'aies pris assez grande, assez large. Premier critère. Deuxième critère, c'est quoi que tu veux avec la chaussure, puis c'est quoi tes habitudes. Et plus tu peux aller vers quelque chose qui est simple, qui n'est pas trop de technologie, qui est plus proche du sol, mieux c'est. Toi, tu arrives de quelque chose d'assez technologique et d'épais, il ne faudrait pas faire une transition trop rapide, sinon tu vas te blesser aux pieds, au tendon d'Achille, au mollet. C'est beaucoup ça que j'ai entendu quand les gens avaient le débat entre genre courir sur la route, courir sur l'asphalte ou courir entre elles, Puis un argument, je pense que c'est peut-être toi qui l'avais dit, ça fait que je vais te citer, mais tu me dis c'est peut-être pas toi. J'écoute trop de podcasts de course. Mais on disait que c'était pas nécessairement la surface qui était bonne ou mauvaise, mais c'était le changement rapide dans le fond qui est plus. Fait que même chose pour les C'est chaussures. peut-être moi qui ai dit ça parce que c'est vrai. Ouais, c'est ça, hein? OK, ouais. Parce que souvent, tu vois des gens qui, mettons, je vais aller voir courir dans le gazon parce qu'ils ont entendu que c'était plus soft que l'asphalte. Puis je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Genre, c'est pas nécessaire de faire ça nécessairement, tu sais. C'est juste de pas faire. Je suis un coureur de route depuis genre tant d'années. Puis là, ben, comme aujourd'hui, je m'en vais en trail nécessairement, tu sais. Ou le contraire, tu sais. Ouais. En tout cas. Ouais, mais là, c'est complètement pas la même chaussure, j'imagine, entre elles, non? Non, effectivement. Ben, comme encore là, je sais pas c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, mais là, j'ai des souliers de trail qui sont différents de mes chaussures régulières parce qu'ils sont un peu cramponnés, mais comme. Ouais. Ah, des crampons. On est au niveau du confort davantage. C'est-à-dire que les chaussures de trail peuvent avoir le même indice minimaliste, là, la même épaisseur que ta chaussure de route et les autres particularités. Ouais. Si tu veux plus de confort, tu peux rajouter un pare-pierre en avant. Donc, quand tu te cognes sur une racine ou une roche, ben, ça fait moins mal. Tu peux avoir une empeigne, c'est-à-dire le dessus de la chaussure qui est un petit peu plus stable parce qu'en trail, ben, tu sautes droite-gauche et non pas juste courir en ligne droite. C'est ça, je disais, la cheville, y a-tu un support sur la cheville? Non, pas comme au basket, là, les high cut, là, les chaussures hautes, on n'a pas ça en course. Là. Ouais. Et l'autre chose, c'est du cramponnage, c'est-à-dire de l'accroche, où là, si tu es sur terrain gras puis tu es sur terrain qui glisse, ben, si tu prends tes chaussures de route qui sont très, très lisses, ben, c'est sûr que tu as un petit peu moins d'adhérence. Donc là, il y a des crampons caoutchouc habituellement qui sont là. Mais c'est des trucs de confort et on va dire, de performance pour avoir une bonne accroche. Mais tu sais, moi, j'ai des Innovate 235 qui est une marque simple, pas chère. Je les ai eu à 80$. J'en ai acheté 5 paires parce qu'il était en spécial. Fait que là, j'en ai pour un bout, tu sais. Puis, en fait, j'ai fait mon demi-marathon à Québec l'année passée parce qu'on avait des amis. Puis on dit, OK, go, on fait un demi-marathon. Moi, je cours jamais sa route. Je fais que du trail. Puis j'ai couru avec ces chaussures-là. Ah ouais, c'est fou. Ben, ok, bon, mais tu viens de me sauver beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Ouais. J'ai quand même gagné chez les 50 ans et plus, malgré ces chaussures-là. Ah ouais, let's go, nice. let's go. Là, je pense qu'il y avait une question que j'avais vraiment sourcillée. C'est tirer avant, t'avais dit non? Oui, ouais. Ouais?
Ouais. Moi, je vois mon Alexis partir, se faire le Ben, je me pendule balance avec les la- jambes, puis étirement dynamique. Ouais, c'est correct, ouais. tu perds juste du temps. Là, mais- Ah ouais? Ouais. C'est pas grave. Si tu fais Il est en train de beaucoup démolir. d'argent, Il est en train de Là, au moins, démolir c'est pas tout ce d'argent, là, tu sais, ouais, ok. Mais pourquoi? ben, en fait, c'est parce que ça sert. T'as-tu déjà vu un animal, toi, avant d'aller chasser, qui s'étirait? Non, c'est sûr, ok. c'est sûr. Mais il court Pourquoi? pas un marathon, tu sais. Ah, ben, il y en a qui courent pas mal. Ouais, là, c'est tu sais, sûr, c'est sûr. Mais pourquoi on s'étire? Là? C'était quoi l'objectif de s'étirer? C'est pas la prévention des blessures, principalement. Exact. Ouais, Puis si on ouais. l'a étudié, on a dit, OK, tu t'étires pas, tu t'étires. On a 2 groupes. Qu'est-ce qui se passe sur les blessures? Ok, mais mettons, étirement puis réchauffement, c'est la même chose? Non. Non, c'est ça. Fait que C'est là, pareil. un réchauffement, ça serait mieux, mettons. Un échauffement, c'est-à-dire augmenter ta température corporelle pour que tes tissus soient moins visqueux, qu'ils soient un peu plus souples, on va dire. Ouais. Ça, c'est adéquat. Mais là, ça veut dire quoi? Si tu pars pour un jog de 30 minutes, as-tu besoin de t'échauffer? C'est le jog de 30 minutes qui est ton échauffement habituellement. En fait, Ouais. tu pars, tu peux marcher un peu, tu peux jogger tranquille, puis à un moment donné, tu pognes ton rythme, puis là, tu n'as rien fait avant. Ouais. Si tu vas faire de la vitesse, des intervalles, tu t'en vas sur la piste, là, puis Ouais. là, tu fais des 400 mètres. Puis là, tu sais que tu vas aller vite. Ben là, tu commences par courir pour t'échauffer. Ouais. Fait que tu pars tranquille, tu augmentes ta température, tu fais peut-être 20-25 minutes de jog. Là, quand tu as fini, tu as bien chaud. Tu pourrais faire quelques petits tempos et accélération douce et progressive. Bingo, tu es prêt à courir tes 400. Fait que moi, tous mes skips de jambes que je fais sur le bord de la track puis tout ça, ça sert à Fait que rien. Ben parce que si je tu fais- gambade, puis là, comme je sais pas, Ouais. d'une certaine manière, j'inclus plus mon système que si j'étais juste en train d'étirer ma jambe, là, tu sais. Ouais. Fait que si tu fais de l'étirement statique, on sait que ça sert à rien, puis Ouais. que si tu dépasses le 60 secondes, c'est potentiellement néfaste. Ouais, ça, Ok. je sais pas. Fait que là, genre le joueur de hockey qui s'étire bien comme il faut l'aine avant de jouer, là, Ouais. puis qui reste le plus longtemps, ce qui est bien avec les joueurs de hockey, c'est qu'ils restent 3 secondes, puis ils se relèvent, puis ils font autre chose. Là, Ouais. tu sais. Mais si tu soutiens la posture d'étirement avant d'aller faire une activité de force-vitesse, tu augmenterais le risque de te blesser à ces groupes musculaires étirés. C'est fou. Ok? Ça, c'est la première affaire. Fait que Ouais. l'étirement statique, pour la course, entre autres, on met ça de côté. que L'entraînement dynamique. L'étirement dynamique. Tu lances la jambe en avant, en arrière, là, puis Ouais. là, tu fais des pendules comme ça. Si tu restes dans des amplitudes fonctionnelles, c'est correct. Ok. Mais si tu vas le plus loin que tu peux aller, puis qu'à un moment donné, tu es plus haut que le torse là, de lever ta jambe, ben, tu n'iras jamais là à la course à pied, ça sert absolument à rien. À la limite, ça peut avoir le même effet négatif que de l'étirement statique si tu fais ça. Ok. Ce qu'on préconise, si par exemple tu fais des 400 mètres, tu es un coureur de bon niveau, puis que là tu dis, OK, je veux vraiment, c'est de faire des étirements balistiques fonctionnels. C'est-à-dire, tu fais genoux haut, talons fesses, et là tu restes dans des amplitudes que tu as besoin pour ton activité, et là tu prépares ton corps à avoir un petit peu plus de quickness, là, qui soit éveillé au niveau neuromusculaire, en même temps que tu as utilisé les amplitudes que tu vas utiliser quand tu vas courir et aller un petit peu plus vite que ton jog d'avant. Mais on fait ça après avoir augmenté la température du corps, de s'être donc échauffé. Fait qu'après le jog, on fait ces Tu fais étirements ça, tu dynamiques. pourrais Ouais. toujours faire ce qu'on appelle les ABCD. Ouais. En Europe, ils appellent ça les gammes. Nous, on appelle ça les drills. Ouais. Et ben là, tu fais des genoux hauts, talons fesses, bonding, jambes tendues, tout ce que tu veux, qui sont les ABCD de la course à pied. Ça, je fais ça. OK, let's go. Mais étirement statique, par contre, après, c'est nécessaire. Non? Ouais, c'est bon, non, ça sert à rien. C'est bon quand tu es naturellement raide. C'est bon si tu vieillis puis que tu es toute la journée assis puis que tu n'es pas actif dans ta journée. Tu sais, quand je m'en vais au Kenya, là, que je m'en vais en Afrique, là, je vois des petits vieux accroupis autour d'un feu. Ils ont gardé leur mobilité parce que toute leur vie, ils ont fait ça. Moi, n'importe quel petit vieux ici, tu veux le mettre accroupi au sol, là, il n'est pas capable. Là. Tu sais, il est capable d'être assis, mais il a perdu cette mobilité. Donc, si tu veux conserver une mobilité fonctionnelle pour faire tout ce que tu veux, ben, ça peut être correct de t'étirer. Puis moi, je dis pas tout de suite après, je dis tu prends le temps de refroidir, puis tu fais ça plus tard. Mais tu parlais de l'aine là, tout à l'heure, puis je suis gardien de but, comme on Ouais. disait. Là, à la fin d'un match, là, de prendre Ouais. le temps d'étirer mon aine. Particulièrement parce que tu sais, Ouais. je la travaille beaucoup. Là, Mais en fait, tu préviendras rien. Tu diminues pas les courbatures, le raquage, là, ça change je rien. pensais que c'était absolument juste pour ça en plus. Non. Puis ça, C'est vrai, les j'étais études ça. sont catégoriques. OK. Tu t'étires avant, tu t'étires pendant, tu t'étires après, ça change absolument rien aux courbatures. OK? Là, la Ça, c'est question... fait. Ça, c'est fait. Là, si par exemple, tu dis, ben, tu sais, moi, là, je fais style papillon, puis je manque un peu de flex dans, Ouais. dans Ouais. mes affaires, ben moi, ce que je vais te dire, c'est que tous les soirs, tu te fais un programme d'étirement pour essayer de retrouver la mobilité que tu as envie d'avoir pendant ton activité fonctionnelle. Comprends. Quand tu vas être devant tes buts, il faut que tu sois capable de le faire.
tu veux pas le faire trop juste avant parce que sinon, là, tu vas t'étirer dans des mouvements où à froid, c'est pas l'idéal. Fait que quand tu arrives devant ton but, ben, tu as plus une routine d'échauffement où tu vas t'étirer graduellement, fonctionnellement, sans soutenir les affaires. Mais le soir, avant de te coucher, tu fais une vraie séance où tu t'étires laine comme il faut dans tes gestes fonctionnels. Puis là, tu tiens des 30 secondes, voire même plus si tu veux. Qu'est-ce qu'un geste fonctionnel? Ben, c'est quoi que tu as besoin quand tu fais ton sport? Ben, Parce que tu sais, comme gardien de but, c'est quoi que tu as besoin? Tu sais, moi, comme coureur, j'ai pas les mêmes besoins qu'un joueur de soccer. Comme tu disais tout à l'heure de lever le talon au-dessus des épaules, oui. ça sert à rien. Si tu es un joueur de soccer, il faut que tu sois capable de botter des ballons avec une grande amplitude en arrière, une grande amplitude en avant. Mais si tu es coureur, tu n'as pas besoin de ça. Fait que le fonctionnel, c'est qu'est-ce que tu as besoin pour ton activité. Sans exagérer. Et là, tu t'étires pour répondre à ce besoin-là, mais tu t'étires à froid le soir avant de te coucher. Puis quotidien. Puis tu fais des séances pour essayer de gagner de la mobilité. Ben, c'est drôle parce que je faisais ça durant l'hiver parce que là, j'ai arrêté de jouer. Puis ma fille, elle a fait de la danse hip-hop et tout ça. Puis elle me voyait m'étirer pour essayer. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais capable de faire le grand écart. Mais là, à cette heure, en vieillissant, j'étais plus capable. Ouais. Mais tu sais, je me mets sur le coin de mon comptoir. Puis sans trop forcer pour pas me faire mal, j'essaie de me mettre les jambes le plus large possible. Puis je me rapproche pas. Puis ma fille le faisait aussi parce qu'éventuellement, j'aimerais ça. Elle voudrait faire le grand écart. Ouais. Tu sais, c'est une façon de se faire mal ou c'est. Non, si c'est. Faut pas que je pousse. Faut pas que j'exagère. Il faut que tu t'écoutes, là. C'est-à-dire que une sensation d'étirement, c'est correct, mais si tout d'un coup, tu commences à avoir des douleurs, et surtout des douleurs qui persistent post-étirement, là, ça veut dire que tu rentres dans ta capsule, tu es en train de stresser ton labrum de hanche, tu es en train de te blesser. Là. Mais puis ça, c'est un affaire que tu as dit, en vieillissant, je suis plus capable. C'est-tu à cause que tu vieillis ou parce que tu entretiens mal le truc? Oui. Ouais, c'est ça. Un peu des deux, là. Ouais. Non, mais juste un peu des. Ouais, mais parce que souvent j'entends l'excuse où tu sais ma mère qui va me dire je peux plus courir rendu à mon âge, je pars comme 54, je suis comme je pense que t'es capable. Je pense que c'est juste une question de s'y mettre tranquillement d'une bonne manière. Justement, il y a une question que moi j'avais pas eu. Ouais, mais t'as peu pour compléter avec les étirements, t'avais demandé au niveau du gun. Ouais, le gun à massage. Moi je sais que ça sert à rien, parce que je l'avais déjà entendu, mais par contre, je roule mes jambes des fois avec un rouleau. Ouais. Ça, pareil. Ah ouais, bon, super. Pareil. En fait, ça te fait-tu du bien? Moi, ça me fait du bien le gun. J'aime pas tout le temps. Pas tout le temps. Okay. Des fois, ça vient juste tapoter quelque chose. Tu sais, comme là, j'ai vraiment les quads sautés depuis dimanche. Puis, tu sais, après, les gens étaient comme, passe-toi le gun, ça va aider. Puis j'étais comme, j'ai mal. Ben, c'est ça l'affaire. Et c'est là qu'il y a un mythe. C'est que passer le gun, faire du stick, du massage, de la balle de tennis sur une courbature, ça change rien à la courbature. Ouais. Ça désensibilise le temps que tu le fais. Ça va peut-être durer 15 minutes après. Tu reviens exactement au même niveau après. Ça change absolument rien. La seule manière que tu peux faire pour prévenir les courbatures, c'est mieux de préparer à tes marathons. Ouais, ça, il faudrait faire ça. Okay? Un peu de muscu excentrique, un petit peu des longues sorties un peu plus soutenues. C'est la seule affaire que tu peux vraiment faire pour prévenir les courbatures. Là, maintenant que tu as la courbature, il y a des affaires qu'on sait qui marchent pour réduire les courbatures, mais qui sont nuisibles pour la guérison. Parce que ta courbature, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des micro-lésions qui amènent des micro-processus inflammatoires et qui vont t'amener à t'immuniser contre la courbature. Fait que si tu te fais un gros training dans 2-3 semaines, là, admettons, où tu veux casser du muscle, ton marathon t'aura protégé des prochaines courbatures. Parce que là, tu vas avoir des adaptations qui vont durer pendant... Tu fais un petit rappel aux semaines, là, puis tu vas garder des quads là, super solides. Puis les deux affaires qui marchent pour réduire les courbatures, mais qui sont pas bonnes pour la santé puis qui sont pas bonnes pour les adaptations, c'est le bain de glace, mettre de la glace, ou prendre des anti-inflammatoires. Ça, la tendance du bain de glace, moi, je suis plus capable. tu dois capoter, là, mais... Ben, en fait, c'est que si c'est utilisé avec parcimonie au bon moment, dans la bonne planif, ça peut être acceptable. Ouais. Mais si c'est utilisé une fois par semaine, régulièrement, pour mieux se sentir après l'entraînement, tu nuis aux adaptations. Et si t'es un entrepreneur qui se réveille à 4 h du matin et qui a envie de prendre un bain de glace, est-ce que c'est bon? Ça, c'est... En fait, là, on va faire la différence. Tu parles d'un bain ou d'une douche de glace? Une douche froide, genre? Un bon bain de glace. Ouais, c'est un bain de glace. les tops, là. Tu te lèves à 4 h du matin. Ouais, ça, on voit ça beaucoup sur... Ils lisent leur dipage, puis ils vont faire un bain de glace pour se réveiller. C'est ça. Mais moi, je pense que ça, au niveau hormonal, c'est bon. Sur l'éveil, sur tout ça. Mais la question, c'est combien tu as besoin de temps dans le bain de glace ou dans la douche froide? 1 minute? C'est 2 minutes? Mais tu n'as pas d'effet anti-inflammatoire. Le bain de glace qu'on va faire après un entraînement, c'est 12 minutes, immersion jusqu'au nombril. Là. Ben, on progresse jusqu'à un bon 10, 12, 14 minutes. Là, Genre après les games de foot, toutes les voix, genre souvent les bains de glace. Puis tu sais,
On sait que ça réduit un petit peu les courbatures. On sait que ça réduit un petit peu ce qu'on appelle la créatine kinase, qui est une molécule produite quand tu as beaucoup de cassage de muscles. C'est un petit effet anti-inflammatoire, mais si ça a un effet anti-inflammatoire, ça veut dire que tu empêches les adaptations. Donc, si tu fais un bain de glace quand tu es dans un tournoi de fin de semaine, c'est correct, mais si tu fais ça tout le temps, toutes les semaines, ben là, tu vas nuire à tout l'entraînement que tu as fait. Tu viens de courir 1 heure, tu fais un bain de glace, c'est comme si tu t'es entraîné pas seulement 30 minutes. Parce que tu nuis aux adaptations que tu veux avoir. Fait que tu veux, en fin de compte, avoir un peu d'inconfort. Tu veux avoir tous ces processus-là qui sont mis en branle pour faire en sorte que tu deviennes de plus en plus tolérant. Autant au niveau cardio, enzymatique, musculaire qu'au niveau tissulaire, capacité à tolérer du stress et de la tension sur la fibre. Ouais. Ben, tu sais, moi, je fais du gym et triathlon, OK? Fait que, mais comme souvent, quand les gens commencent le gym... Ben, les leg days, là. Ben, les leg days ou être raqué et tout, je suis comme, il faut que tu passes 1 mois comme... tu vas être moins raqué après, mais il faut que tu acceptes. J'ai mal dans les jambes 2 jours après leg day, là, encore, mais dans le fond, je me suis pas blessé, j'ai juste comme... Ouais. Mais quand tu deviens constant, ça devient être moins pire aussi. Quand j'y allais tous les jours, j'avais plus mal. C'est ça. Mais moi, ma question, tu pourrais-tu faire un leg day juste un peu plus soft? J'ai pas l'impression que je me pousse à me faire mal. Mais t'es courbaturé après. Ça veut dire que tu as dépassé ta tolérance. Fait que moi, ma question, c'est va jusqu'à ce que tu produises un petit inconfort. Dans les 2-3 jours qui suivent, tu dis j'ai une subtile courbature, mais subtile. Et là, tu récidives. Et tu n'auras jamais eu besoin d'être raqué pour être immunisé contre le raquage, parce qu'à chaque fois que tu vas y aller, tu vas pouvoir monter graduellement. L'autre recette que beaucoup utilisent, ils font une muscu de jambe. Puis là, ben, ils sont courbaturés pendant 3-4 jours. Puis là, après ça, ben, ils ont des adaptations, mais là, ils ont boité pendant 3-4 jours à cause de ça. Et là, ils refont un autre entraînement avec renouveau de la charge, ils sont de nouveau craqués pendant 2-3 jours. Puis à un moment donné, ils ne seront plus parce que là, ils vont être immunisés. Mais on n'est pas obligé d'être dans le raquage, dans la courbature, pour avoir cette immunité-là. Fait que les deux fonctionnent, hein, juste un qui est plus le fun que l'autre. Exactement. Okay. Ouais. Pour ça, je vais travailler ma muscu pour le prochain marathon. Là, moi, une affaire que j'ai pas eu le temps de demander, mais qui était ma prochaine question et que j'aime bien. Est-ce qu'un coureur amateur devrait suivre un plan structuré, selon toi, ou ça se fait sans coaching? C'est quand même... Ça dépend ce que tu veux. Tu sais, maintenant, avec ChatGPT, là... Ouais. Moi, il y a plein de monde, là, ils vont sur ChatGPT, puis ils disent, OK, je fais le 5 km, la clinique du coureur, je veux un programme, ça coûte 0, puis tu sors un programme de course. Ben, moi, mettons, parenthèse, là, tu sais, je suis un bon geek, là, bon, Carbone, je me suis fourré, ça a l'air, mais quand même un bon geek par rapport au programme d'entraînement et tout, puis ça fait longtemps que je cours, fait que je sais à peu près qu'est-ce que je fais, tu sais. Par exemple... Mon build, je l'ai fait moi-même, mais mon taper, j'étais pas sûr parce que, exemple, je fais beaucoup de zone 1 en vélo, beaucoup de zone 1 en natation aussi. Fait que mon build, tu sais, je pique pas à 150 km, je pique à 120, mettons, mais j'ai genre 4 heures de vélo là-dedans puis 1 heure de natation aussi. Fait que j'ai quand même un bon volume qui tient une bonne load, tu sais. Mais là, j'étais comme, OK, ben là, comment je taper à partir de là? Sur 3 semaines, sachant que je vais encore conserver du vélo. Tu sais, ma réduction en course, il faut qu'elle soit d'à peu près combien de pourcents, combien de kilomètres, tu sais. Puis là, ChatGPT m'a conseillé là-dedans. Y a-tu été bon? Parce que moi, c'est ça ma question. Mais c'était pas si pire. Ça faisait du sens, mais après ça, je l'ai pas comparé avec comme si quelqu'un m'avait prescrit un vrai taper, tu sais. Parce qu'il y a 2 affaires. Il y a de la connaissance, puis il y a de la relation. OK? Quand tu as un coach, là, ça peut être un motivateur, ça peut être quelqu'un qui va te comprendre sur tes blessures, qui va mieux t'orienter sur des petites affaires que ChatGPT ne fera pas. OK? Après ça, il y a de la connaissance. Moi, ma question, là, parce que l'affûtage, c'est quelque chose que je connais bien, moi, là, j'ai envie d'y poser une question, puis regarder c'est quoi qu'il te recommande, puis voir si c'est en lien avec toute la littérature scientifique, dont celle de Iniro Murika, qui est comme la sommité dans le monde sur l'affûtage pré-marathon, qui a écrit une bible, un gros livre sur l'affûtage. Je serais curieux. Et c'est comme... c'est l'optimisation avant le marathon? Ouais, en fait, c'est que, dans des mots très simples, quand tu t'entraînes fort, si tu veux performer le jour J, t'es mieux de te reposer les 2 semaines qui précèdent. Puis quand je dis te reposer, c'est avec des règles très précises. Il faut que tu diminues ton volume dans ces 2 semaines-là avant un marathon de 60 à 40%. OK? Donc, par exemple, tu faisais 100 km par semaine, tu tombes à 60, puis la dernière semaine, tu fais 40. Mais tu gardes l'intensité, tu augmentes tes moments tes phases de récupération. Fait que il y a toute une recette connue au niveau scientifique pour arriver au jour J avec le meilleur repos possible, que ton corps soit capable vraiment d'être bien reposé, mais avec la forme optimale. Parce que quand tu fais 100 km par semaine, tu es en super forme, mais tu es fatigué.
et tu ne performes pas. Quand tu fais rien, tu es super reposé, tu n'es pas fatigué, mais tu n'es pas en forme. Fait que c'est quoi le meilleur jeu que tu peux faire pour faire en sorte, en fin de compte, que tu maximises ta performance? Et l'affûtage peut te faire gagner des minutes à l'image de plusieurs mois d'entraînement. Ça a une influence énorme sur ta performance du jour J. Énorme. Ouais, c'est malade. Mais c'est dur mentalement en plus parce que justement, genre. T'as le goût de sortir. Ben, moi, en tout cas, personnellement, je grattais les murs là, dans la semaine. Je voulais juste aller courir, mais comme tu te retiens et tout. Là, j'étais comme ChatGPT a dit ça. Mais en même temps, je savais. Je savais quoi faire à peu près en ratio, mais mettons, il me proposait des séances précises. Tu sais. J'étais comme, OK, je vais juste faire ça, puis je vais me calmer. Mais parce que je reviens à ta question de base et à ChatGPT. ChatGPT peut avoir, si tu le coaches bien, des très bonnes connaissances. Ouais. Mais c'est pas un coach qui va dire « OK, là, je veux bien, là, mais là, tu as plus mal à ton tendon d'Achille cette semaine. Donc là, je vais t'enlever une vitesse puis je vais te mettre un peu de volume. Ouais. » C'est pas ChatGPT non plus qui va sentir que là, tu es un peu cuit puis que là, tu as besoin de prendre 2 jours off avant de continuer. Donc, il y a un réel danger. Donc, ta question initiale, c'est est-ce que quelqu'un qui commence la course à pied, un récréatif, devrait avoir un coach? Là, j'ai un biais commercial parce que on a une start-up qui est le coaching du coureur où on a des coachs qui font du coaching. Mais tu l'annonces, fait que ça, c'est tout à ton honneur là, de faire. Oui, voici mon biais commercial. Exact. Mais si moi, je veux performer sur une course à un moment donné, clairement, il y a un vrai avantage à se faire coacher par quelqu'un qui va comprendre différentes choses. Plutôt que ChatGPT. Fair. Le truc, cette question-là, en fait, dans cette optique-là, j'avoue, quand je l'ai posée, je comprends 100% ta réponse, mais c'est parce que souvent, je vois des gens qui veulent juste commencer à courir, c'est comme, je peux pas parce que j'ai pas un coach. Mais je suis comme, c'est pas si dur que ça, là, je pense. Non, mais ça peut. Ouais. Ils s'en vont sur lacliniqueducoureur.com, ils téléchargent le programme niveau 1, il commence. Il commence avec 3 fois. Je parle à ta mère aussi. Ouais, 100%. Il commence avec 3 fois 1 minute de course. Il court 5 fois par semaine. Puis 8 semaines plus tard, ils réalisent qu'ils font 30 minutes de jogging et que c'est excellent pour leur santé. On a un programme gratuit, facile. Tu n'as pas besoin d'un coach pour ça. Après, ce que tu peux faire, c'est écouter quelques podcasts intéressants sur comment courir. Puis si tu me dis c'est quoi mes 5 meilleurs conseils pour ta mère qui veut commencer à courir la semaine prochaine, ben, tu prends le programme niveau 1 qui commence très doucement à 3 fois 1 minute. Jogging tranquille. Tu fais des petits pas, 180 pas par minute. Tu fais pas de bruit quand tu cours. Et comme tu commences, tu t'achètes une chaussure à 70% et plus d'indices minimalistes. Carbone ou donc, pas de carbone, pas de grosse épaisseur, pas de bébelle technologique. Ça peut être quelque chose de... Écoute, je suis sûr que je suis capable chez Walmart d'aller trouver quelque chose à 20-30$ avec ça. Okay? Ça fait que pour dire comment que la chaussure est très secondaire, mais quand on commence, là, ça serait le temps de commencer directement avec une chaussure qui est flat, qui est minimaliste, qui est simple et qui n'altère pas trop ta biomécanique. T'es progressif, t'écoutes ton corps, conseil numéro 5, terminé. C'était si simple, il fallait juste recevoir Blaise au podcast. Non, mais c'est vrai. Le plus dur, c'est juste d'y aller. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est pas un sport qui est coûteux. Quand tu vas pas dans l'extrême, tu fais tu fourrer par full d'argent, mais tu peux ne rien dépenser. Mais le pouvoir du outfit, là, ça, c'est-tu étudié par contre? Comment je me sens cute dans mon kit? Il y a un truc placebo, c'est sûr. Avoir des petites lunettes puis de courir vite. Ah ouais, j'ai pas de lunettes par contre, ça n'a pas de bon sens. 300. Mais en vrai, moi, c'était pour écouter de la musique que j'ai commencé. Puis j'ouvre la porte, puis je suis déjà en mode gym. Là. Je suis déjà en mode exercice. Peu importe la rue, peu importe. Après ça, c'est sûr, si tu habites dans une pente de même, bonne chance de marches un peu, tu peux être essoufflé en marchant, c'est correct. Mais ça va te réchauffer. Ouais. Non, mais c'est ce qu'après ça, c'est parce que c'est rendu que le standard, c'est de faire un 5 km, puis de commencer avec ça, on dirait. En tout cas, de mon impression, là, que les gens sont... brillant, ça, pitcher Maxo dans un 5 km. C'est pas moi, c'est parce que j'ai emmené un vidéaste filmer le parcours à Ottawa, puis il a décidé d'essayer le 5 km sans entraînement le samedi pour montrer dans la vidéo à quel point ce que moi j'allais faire, c'était difficile, tu sais. Puis j'étais comme... Mais t'es pas obligé de faire ça, puis il était raqué pendant 4 jours, tu sais. C'est clair. Mais, tu sais, bon, c'est ça. Il s'est rendu compte de à quel point c'était difficile, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, puis, tu sais, comme je disais, moi, quand je commençais, je faisais 10 minutes dans une direction, 10 minutes dans l'autre. Puis c'était ça mon objectif, j'avais pas de goal. Mais là, à ce temps, les gens réfléchissent tout en termes de kilométrage, de pace, de se comparer. Il y a une pression sociale. Il y a autant la mode va attirer les gens à le faire que là, il y a une pression aussi à faire. Tout le monde met ses pace, ses kilométrages, ses travaux, c'est ça. Quand tu sors et tu te sens essoufflé après 2 km, mais j'ai comparé à la fille que j'ai vue courir 10 km autour de l'île d'Orléans, puis prendre une petite crème à glace avec son ami, puis à Dompteur pas essoufflé. Ça crée un écosystème, puis ça m'amène. Clairement. Si je peux bullshiter sur une affaire de la course.
L'écosystème de, je vais les nommer musette, casquette cielée et compagnie, ça, là, c'est que ça me pue au nez. Moi aussi. Mais pourquoi? C'est le marketing que t'aimes pas. Ouais, le marketing, on dirait que c'est tout super, le bien-être puis tout, mais on dirait que c'est... On dirait qu'il y en a trop qui font ça pour le paraître. Ben, oui, pas tant mais... pour le paraître. Tu sais, c'est plein de belles initiatives. Le 6cm Club, des affaires comme ça, c'est super. Mais il y a c'est une communauté, c'est super. Mais il y a un truc de cocon de... Si tu veux rentrer, c'est donc inclusif, mais en même temps... comme si tu portes pas du pas normal studio, tu peux pas y aller. Genre. Si t'as pas les chaussures Oka ou Oka... Ouais, Oka. Oka, c'est un brand. Ouais. Il y a ce truc-là un peu dans l'habillement que je trouve que ça peut faire peur de l'extérieur, mais pourtant dans le discours c'est très inclusif, c'est des paces inclusifs, c'est ci, c'est ça, il y a donc bien des activités partout, mais il y a cet univers-là que je trouve c'est épeurant d'extérieur. Ouais! Mais ça, pour moi, c'est le marketing. Là. C'est de la mode. Ça n'a pas rapport de ski puis que t'as pas les... Mon Dieu, j'ai oublié. Mais tu sais, les derniers Salomon, puis même chose en ski, en plein air, Artérix, de la tête aux pieds, puis t'arrives, mais moi, j'ai mon manteau d'hiver, c'est l'école secondaire encore. Je n'irai pas faire une randonnée parce que j'ai pas les raquettes à la faire. C'est la même chose dans plein de milieux. Mais même de marketing, dans les voitures, dans n'importe quoi. Je pense que c'est juste les humains qu'on parle, puis à un moment donné, ils veulent se sentir cool, puis c'est ça que ça fait. Là. Mais tu sais, tu peux t'en crisser, c'est ça l'affaire. Mais moi, je comprends, c'est ça. Je comprends ce que tu dis. Moi, quand je vois quelqu'un courir, mon premier réflexe, c'est de regarder ses chaussures. Okay, j'ai un petit bug avec ça. C'est la seule chose. Puis à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a ces grosses godasses qui servent à rien, qui a payé super cher? Puis à chaque fois, je me dis, tu sais quoi? Il court. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'il court. Fait que moi, qui ai la super casquette cielée avec les Oka One Bondi dans ses pieds, il court. Ouais. J'en ai les plus minimalistes en passant. Puis c'est la même affaire quand je vois quelqu'un qui fait 350 livres ou 400 livres puis qui fait de la course à pied. Je me dis pas, il est gros. Je me dis, hey, c'est vraiment cool qu'il court. Pour moi, cette promesse de santé avec la course à pied est tellement importante sur tout, parce que je vous ai parlé de plein de pathologies au début, là, mais c'est vrai aussi sur le développement de l'ostéoporose, de l'arthrose. Le fait de courir est un protecteur contre plein de maladies modernes. Ouais. Puis une autre affaire aussi, je pense que quand tu arrives dans ces clubs-là après ça, ça peut avoir l'air impressionnant, mettons, sur les réseaux, puis la manière dont c'est brandé, mais comme la majorité, puis il y en a peut-être des pommes pourrites dans chaque club, là, mais après ça, le monde sont vraiment là pour comme partager un truc qui est santé, puis qui on s'encourage, puis tu sais, je commence à aller fréquenter de plus en plus ces clubs-là, fait que je vois que l'essence du truc est... C'est pas toi qui chialais sur le trend sur TikTok? Lequel trend? Il y a beaucoup de trends que je chiale dessus. Moi, toi, j'ai des opinions franches comme place. Non, mais oui. Tu sais, mettons, tu vas avoir un café de course qui va faire son club de course, puis après ça, ben, ils vendent des produits, fait qu'il y a un intérêt commercial aussi derrière ça. Mais ultimement, il y a personne qui m'a mis un couteau sur la gorge pour acheter la casquette à 150$, tu sais, puis genre j'étais allé courir, j'ai bougé avec des gens, puis on a partagé ce moment-là ensemble, puis faut pas oublier que ça c'est beau ultimement. Tu sais, comme exemple, depuis que je suis plus intense dans ma pratique sportive, tu sais, toi t'as arrêté de fumer, des affaires comme ça, ou tu sais, genre vous êtes mis au gym, tu sais, c'est des affaires que à force d'en parler puis de partager ça ensemble, ben il y a du bon là-dedans, tu sais, puis plus toi t'en fais, plus il y a du rayonnement sur les autres aussi. Fait que... Je prends le mérite parce que j'ai commencé le gym, hein, regarde. Non, mais tu sais, puis genre t'étais fier de tes progrès récemment, puis tu sais, comme ça, faut encourager ça. Ça m'amène à la course à pied, très populaire ces temps-ci. Ouais. Genre extrêmement populaire. Je sais pas si tu sais, hier je checkais je me suis qualifié pour Boston dans le fond, puis je checkais comme à quel point genre les entries versus les gens qui étaient refusés. Ah, tu t'es qualifié? Ouais, dans le fond. Puis mais c'est comme puis après ça, ouais, j'étais content, mais là après ça, j'ai fait un meilleur temps que ça, fait que là j'ai plus de chances de rentrer, mais j'évaluais comme à quel point combien de personnes étaient refusées, puis là, plus tu fais un meilleur temps, plus tu as des chances d'être pris, dans le fond. Ouais. Mais les gens qui étaient refusés, mettons en 2015, 2016, on parlait de 2000, 3000 personnes, peut-être sur le 30 000 applicants. Les 2 dernières années, c'est genre 12 000, 13 000 personnes refusées. Là, t'sais. Fait que c'est pas un trend très montant. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique on est plus au courant maintenant de la santé en général? Je suis pas sûr que c'est tant ça, que le fait que notre vie moderne nous amène à être sédentaire puis qu'on cherche des manières de sortir de ça. Là, et la course à pied, tu l'as mentionné, Antoine, tantôt, là, c'est comme facile, peu coûteux, ultra efficace. Tu sors de chez toi, tu as besoin d'à peu près rien. Là, fait que,
Mais pourquoi la course devient si populaire aujourd'hui? Moi, je pense que le milieu de l'influence, les influenceurs, qu'avec les Strava, avec mes Reels pendant que je vais faire ma course, où je montre ce que j'ai fait, puis que je porte mon beau kit avec mes belles chaussures. Puis I'm a victim! Probablement que c'est une influence aussi. Pourquoi? Tu sais, il y en a peut-être que sans tout cet enrobage de bébelles, en fin de compte, peut-être qu'il n'y aurait pas de fun à courir. Puis peut-être qu'ils sont prêts à souffrir à la course à pied simplement parce qu'ils sont avec un groupe, parce qu'ils peuvent se montrer, parce qu'ils ont quelque chose qui peuvent... Fait que peut-être que c'est une influence aussi. Et je pense qu'on a besoin absolument dans notre monde moderne de 2025 là, de bouger davantage. L'homme est de plus en plus sédentaire, l'obésité monte en flèche. Notre principal problème aujourd'hui, c'est l'inactivité physique. Et l'inactivité physique tue plus de gens aujourd'hui que à peu près tous les autres facteurs de risque réunis. C'est le facteur numéro 1. Là. J'ai vu aux États-Unis, à partir de cette année, l'Américain moyen est plus gras en pourcentage de masse que le porc. C'est le porc moyen, genre 23% de gras, l'Américain moyen, genre 25-26%. Je sais pas les chiffres, là, mais ouais. C'est malade, man. C'est malade. Puis après ça, comme tous les bienfaits que tu nommes aussi, souvent, moi, on me sort, puis c'est pour ça que c'est la première question, est-ce que courir, c'est mauvais pour les genoux? Moi, je me suis déjà fait dire par des amis que j'allais détruire mon corps à courir, puis que j'allais être moins en santé. Ouais. Ça, tu réponds quoi à ça? Ça, c'est un des plus vieux mythes qui persiste encore, même chez les professionnels de la santé. Jean-François Esculier a fait une étude parce qu'il a fait son post-doctorat sur l'arthrose du genou du coureur. C'est un sujet qu'on connaît bien à la clinique du coureur. Il a fait des études, entre autres, où il a questionné des professionnels de la santé et des coureurs sur leur perception. Cette fameuse question, est-ce que ça va créer de l'arthrose? Est-ce que ça va détruire les genoux? Puis même les professionnels de la santé, il y en a plusieurs qui pensent encore que de mettre des stress mécaniques sur un genou, ça va créer de la dégénérescence. Et cette vision-là vient de la vision qu'on a du corps humain, qui est une vision très mécanique. Je roule, j'use mes pneus, à un moment donné, je changerai les pneus. C'est la vision que tu cours, tu tapes tes genoux, tu vas dégénérer ton cartilage parce que tu mets du stress dessus, puis à un moment donné, tu auras une prothèse totale de genou. Okay? Mais ça marche pas, ça, parce que, mettons, si je pense à un muscle, je le vois clairement, qui peut s'adapter. Exact. C'est ça. Le corps humain, c'est pas une machine là, qui fait juste s'user. Là. Si tu stresses puis tu tapes dans ton cartilage, qu'est-ce qui se produit secondairement à ça? On sait, par exemple, pendant un marathon, là, que ton cartilage, là, il s'écrase. C'est comme une éponge. Tu cours dessus, tu fais une résonance magnétique. Tout de suite après, là, il a aminci. Il a perdu de la qualité. Qu'est-ce qui se produit après? Il va faire des gains après. Après ça, il va se réadapter. Puis il va dire, là, la prochaine fois, c'est comme le muscle. Tu le stresses, tu le courbatures un peu ou tu vas à ses limites. Puis là, il te dit, OK, la prochaine fois, je vais être meilleur que ça. Fait que là, il s'adapte pour être un peu plus tolérant. Puis là, tu faisais des 10 livres, puis à un moment donné, tu as besoin de 15 pour le courbaturer, puis à un moment donné, c'est 20. C'est la même affaire pour la course à pied. Et le cartilage, les os, toutes les structures s'adaptent. Fait que si tu es graduel et progressif sur n'importe quelle structure du corps humain, tu vas créer des adaptations. Fait que le cartilage s'amincit après ton marathon et il reprend son volume par la suite. Ça prend une couple d'heures et il retrouve son volume régulier. Mais là, c'est un tissu vivant. Puis là, il va s'adapter au stress que tu as mis. Fait que la fois d'après, tu vas avoir besoin de plus de stress pour le restresser de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, si tu es graduel, tu peux faire un 5, un 10, un demi, un marathon, peut-être un ultra à un moment donné. Puis il n'y a pas de limite. On ne sait pas trop où est la limite du corps humain. Ça, j'ai hâte de le voir. Quand tu vois des gens Kylian Jornet puis des gens comme ça, t'es comme, man, où la fucking limite? Le gars, monté comme l'Everest à pied, en trail, sans oxygène à la course, tu sais. C'est comme... T'as fait de Mont Blanc, 5 heures de chemin. Exactement. Nomme n'importe quoi. Puis il l'a fait 2 fois. Il a fait ça, ça fait longtemps, mais après ça, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il est monté, puis il est redescendu en Italie, puis il est remonté, puis il est redescendu à Chamonix. Il y a un VO2 max, c'est comme 92, je sais pas, mais quelque chose d'absurde. Tout le monde est traqueur d'alpiniste, puis il y a des petites choses avec des crampons. Il passe en monte en bas à boulangerie, il monte. Qui redescend l'après-midi. D'où l'avantage d'être né dans des montagnes. Et toi, Kylian, c'est sa blonde qui a fait la préface du livre La clinique du coureur. Un petit peu. C'est malade, ça. Kylian, en fin de compte, a grandi dans des montagnes, à avoir beaucoup de liberté, à beaucoup se déplacer, à beaucoup courir, à faire du vélo, à faire plein d'affaires.
Lui, quand il est arrivé à 20 ans, puis qu'à un moment donné, il est arrivé puis il a dit, ben moi, je veux faire l'UTMB qui est 160 km. Il y avait tout un bagage en arrière de lui. Oui. Et depuis, ben, il est resté extrêmement actif. Je vais probablement dire bigorexique, accro à l'activité physique, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, là, le besoin de faire du sport. Et en fait, ben, lui, il fait des affaires absolument hors normes. Hors normes. Et avec relativement très peu de blessures parce qu'il tient le coup à l'intérieur de tout ça. Là. J'ai fait un TikTok aujourd'hui, fait que je fais partie de ces gens-là, qui disait, puis je veux ton opinion là-dessus, moi depuis que j'ai découvert le cross-training, je me blesse plus pantoute. Genre, depuis que j'ai rentré le triathlon dans ma pratique, parce qu'avant c'était genre que course, j'ai rentré le gym tranquillement. Vélo et nage sont rentrés dans ma programmation, puis vraiment, j'ai plus aucune blessure. Est-ce que c'est parce que je suis plus au courant avec les années de comment je dois m'entraîner puis comment gérer mes efforts? Peut-être. Clairement, les chaussures. Clairement, les chaussures, c'est pas là que je me que je shine. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, toi, nécessairement? Non. Ah ouais. Bon, super, une autre affaire. Mais je vais continuer à faire du tri, là. Fait que ça arrêtera pas, là, c'est sûr. Là, mais... Non, mais oui, je recommande de faire d'autres activités que de la course à pied si tu veux. Ouais. Mais ne coupe pas un entraînement de course pour aller faire du vélo en pensant que tu vas prévenir les blessures. Ça, c'est de la bullshit. Pas pour prévenir mes blessures, pas nécessairement, mais que, exemple, j'ai un certain, mettons, on dit, mon goal, c'est de faire du 100 kg semaine, ok? Ouais. Si je retranche un 15 kg à cette prep-là, qui est de la zone 1 essentiellement, pas quelque chose, pas un entraînement spécifique ou quoi que ce soit, puis je me dis, je vais aller faire en bike à la place. Tu penses qu'il y aurait, c'est correct. Il y aurait moins de gains nécessairement ou parce que mes entraînements, mes entraînements clés, mettons ma session d'intervalle de la semaine, je la fais quand même, ma zone 2, je la fais quand même, je joue dans ma zone 3-4. C'est vraiment que la zone 1 ou peut-être un peu de edging avec la 2 que là, je m'en vais en bike puis que c'est trop plate à faire à la course. je suis obligé de mettre 2-3 prémices pour pouvoir bien t'expliquer ce concept-là. Idéalement, pour prévenir les blessures, tu cours tous les jours. Prémisse numéro 1. Parce que c'est un apprentissage moteur de courir. Il y a une complexité dans la gestuelle qu'on a besoin d'apprendre par répétition de cette gestuelle. Pas de rest day? Pas de rest day. Ah ouais, hot take, ok. Non, mais en fait, c'est que tu peux en avoir un au niveau physiologique, au niveau psychologique, mais au niveau mécanique, au niveau de l'apprentissage moteur, au niveau des adaptations tissulaires, pas de rest day. Si tu pourrais, cette journée-là, dire il faut que je me repose au niveau physiologique, fait que je vais aller jogger 20 minutes, puis c'est tout. Puis là, tu as un petit stress physiologique minimal. Tu as fait 4 km dans ta semaine sur 100 km que tu fais normalement. Donc, c'est presque rien, mais tu as quand même couru. Chez les récréatifs, je leur dis, il faudrait que tu cours tous les jours. 5 minutes, ça compte. Tu ne veux pas sortir, tu n'as pas le goût. Pars 5 minutes, tu gardes ton jeans, tu fais juste enfiler tes chaussures, tu fais 5 minutes de jogging, tu reviens à la maison. 5 minutes de jogging, c'est 450 sauts sur une jambe, 450 sur l'autre. C'est un très bon exercice d'apprentissage moteur et d'adaptation mécanique parce que quand tu fais 450 sauts, tu crées des adaptations au niveau de ton tibia, au niveau de tes périostes, au niveau de toutes les structures qui ont besoin de stress récurrent. Le corps s'adapte beaucoup mieux à des petits stress fréquents que des gros stress peu fréquents. Hey, là, tu viens de changer ma préparation pour l'UTHC, là, c'est sûr que je vais courir chaque jour. Non, mais parce que moi, je suis bon avec les streaks. Là, mettons, je suis dans un streak de Sober Streak, je suis dans un streak Duolingo. Là, mon prochain streak, ça va être la course. C'est terminé. Fait que le point, en fin de compte, c'est de dire, OK, je vais courir tous les jours. Puis à la limite, quelqu'un qui fait 100 km par semaine, il ne court pas 7 entraînements semaine, il en fait 10. Là, tu fais des petites séances, tu fais un petit 4 km le matin, puis après ça, tu vas faire un entraînement le soir, puis tu as 2 séances dans ta journée. Si tu laisses 6 heures entre les deux, tu as le temps de récupérer et quand tu remets un stress, tu recrées des adaptations. Là, la question, c'est qu'il y en a qui disent, moi, j'ai diminué les blessures parce que maintenant, je fais seulement 3 séances par semaine de course, puis les autres, je fais de la natation puis du vélo. Ça, c'est pas une bonne recette. En fait, c'est pas la meilleure affaire pour pouvoir te préparer. Tu vas conserver ta physiologie, mais pour prévenir les blessures, c'est une mauvaise recette. Mais d'abord, on parle dans l'objectif où est-ce que le but est de performer en course à pied, right? C'est sûr que... si tu fais du triathlon, tu es obligé de faire d'autres choses. Mais moi, si tu fais du triathlon, mon conseil pour un triathlète, c'est que si jamais tu nages pas tous les jours, ça me dérange pas. Si tu fais pas du vélo tous les jours, ça me dérange pas. Mais si tu es un triathlète qui veut performer, il faut que tu cours tous les jours. Ah ouais. Tu sors du bike, tu fais 5 à 10 minutes de course, tu fais un bricks, juste pour dire que j'ai fait ma course. Okay. Tu vas devenir plus efficace mécaniquement à courir souvent qu'à courir peu souvent. Tu n'enlèves pas tes entraînements de qualité qui vont améliorer ton VO2, qui est
ton intensité. Ta longue sortie, qu'il faut qu'il travaille un peu ton endurance puis ta capacité à tolérer une course continue. Mais moi, je rajouterais de la course tous les autres jours. 5-10 minutes, ça me va. OK. Ça, c'est quand même un hot take parce que le rest day est comme quelque chose qui est vraiment... En fait, c'est probablement vénéré. plus physiologique. Là. C'est que les gens, ils arrivent, ils font leur longue sortie le dimanche, puis là, le lundi, ils prennent un rest day parce qu'ils sont fatigués. Puis c'est correct, là, mais mécaniquement, moi, c'est tous les jours. Mais il n'y aurait pas de gain à aller chercher dans le rest day nécessairement. Il y a un gain à faire si jamais tu es fatigué, physiologiquement. Parce mais que il n'y a pas de gain à faire au niveau de ton économie de course, au niveau de l'ensemble de tes autres paramètres. Là. OK, ça, j'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, si là, il y a une autre affaire. C'est que si tu dis, moi, je top à 100 km par semaine de course. Puis quand je monte à 110, 120, là, mon corps, il est limite. Là. Tu sais, j'ai un peu mal au tendon, j'ai un peu mal à mes tibias, etc. Peut-être que tu ne peux pas monter présentement ton volume d'entraînement à plus de 100 km. Là, si tu veux te dire, moi, cette semaine, je vais me faire une vraie charge physiologique. Là, tu bonifies avec du vélo, tu bonifies avec la natation. Là, tu as des charges physiologiques qui augmentent, mais ta charge mécanique est toujours ton 100 kg semaine. Finalement, c'est sûr que ça va être meilleur pour ta performance. Mais tu n'as pas coupé des entraînements pour faire les autres affaires. Tu as maximisé ce que tu peux faire en course, qui est ce qui est le plus payant pour courir. Puis après ça, tu bonifies avec le reste. Puis ça, d'aller chercher une plus grande load d'entraînement, après ça, c'est bénéfique. Si je vais littéralement performer plus vite à la course, augmenter mes capacités VO2, c'est comme comment ça se traduit. Si tu cours plus, tu veux dire? Non, mais c'est exemple, justement, genre, je le vois de l'autre manière, où est-ce que j'arrête à 100 kg semaine, mais après ça, je rajoute du bike puis je rajoute de la nage. Qu'est-ce que ça va me permettre d'optimiser concrètement? Ton fitness, ton poids, pas tant ton VO2, à moins que tu fasses du VO2 sur vélo puis en natation. Fait que ça pourrait aussi, mais il est assez spécifique au sport lui-même. Là, fait que il faut que tu fasses quand même ta qualité en course. Ou sur l'endurance ou le mental toughness en tant que tel, sur genre capable de prendre des grosses loads. Je sais pas, moi... avant d'aller courir, tu te dis, je vais faire 2 heures de vélo, je sors du vélo, je fais 1 heure de course. Ton heure de course, c'est pas la même heure de course que si tu l'as fait en état de fatigue, tu l'as fait off the bike. Fait que c'est bon pour te préparer aussi pour du triathlon. Il y a des avantages de ça. Là. Si jamais tu as envie de parler triathlon, là, de planification, il faut que tu invites Yves Saint-Louis au podcast. Ah ouais? OK. Bon, on va faire ça. Ancien coach du Rouge et Or, qui est un des leaders de coaching du coureur, qui est un entraîneur. Moi, je suis un physio, je suis pas un entraîneur. Là. Non, je sais, mais ultimement, c'est ça. Vous touchez à plein de sports, mais... OK. Voulez-vous en faire, mettons, encore 2? Je sais. S'il en restait vraiment des... Ça fait 1h15, là, qu'on a... OK. T'avais-tu quelque chose, toi, ou une limite de temps? Non, moi, j'ai pas de limite de temps, puis c'est pas de limite de questions non plus. OK, c'est bon, parfait. Des sujets, il y en a en masse, là. Est-ce qu'on peut courir tous les jours sans se blesser? Ça me surprend. Tu peux en choisir un, volume ou intensité? Tu as choisi volume. Ouais, j'ai choisi volume. Deux choses l'une. D'abord, il y a des études de corrélation qui montrent que le volume est directement corrélé à la performance. Plus que l'intensité. Mais genre, elles sont... Ah, OK, ouais. Plus tu cours, plus t'es bon. Ça, c'est simple. Ça, je l'ai pogné. Ça, je l'ai compris, celle-là. Là, la petite 10 minutes venait de passer. C'est ça. L'autre chose, par contre, si jamais tu parles avec Guy Thibault, qui est un physiologiste expert au Québec, il va te dire, si tu veux améliorer ton VO2, c'est l'intensité qu'il faut faire. Fair, ouais. Fait que, tu me demandes de choisir. Puis là, si j'ai à choisir entre volume et intensité chez quelqu'un d'aguerri qui fait 100 km par semaine, je vais dire intensité. Tu vas améliorer ta qualité, tu vas améliorer ton VO2, tu vas travailler à vitesse de performance, tu vas améliorer aussi ton économie de course peut-être de façon plus importante si tu es proche de ta vitesse de compétition. Mais si tu me dis, je suis un débutant, je commence, je fais de la course à pied, là, d'abord et avant tout, tu montes ton volume. Là, c'est ça, c'est tes bases, c'est tes fondamentaux. Et... Ça serait-tu bien, trick question à cette question-là, ça serait-tu bien, parce que moi, je vois des gens qui commencent, puis justement... Ils ont le vouloir de s'informer. Ils écoutent des podcasts, ils comprennent que, mettons, la recette, c'est sensiblement une long run, une sortie plus relax, puis, mettons, de faire peut-être une intensité. OK? Ouais, là, tu as 3 entraînements. Oublie pas que t'en prends 7. Hein? Donc, après ça, tu as du remplissage. Des petits jogs. Okay. Mais la majorité, mettons, commence pas à 7 entraînements semaine. C'est vrai. Ah ouais? Dès le jour 1. Dans mes 5 recommandations. Non, mais 5 minutes en jeans, c'est correct. Là. En fait, quelqu'un qui commence, là, les 5 conseils que j'ai donnés tout à l'heure, je l'ai oublié. Là, mais il y a, sixième, c'est le volume. Tu cours tous les jours. Ouais, OK. Mais souvent... Minimum 4 fois semaine. En dessous de 4, tu t'exposes aux blessures de façon plus importante.
Tu t'exposes. Tu t'exposes. De courir moins augmente ton risque de blesser. Parce que tu crées des pics de stress un peu random. Ouais, puis dans ton le corps, sport. Pas courir pendant tout. C'est quand Tu même te bon. blesses pas. Tu te blesses pas, mais c'est les conséquences de la sédentarité qui embarquent après, qui peuvent être fatales. Mais ok, fait que là, souvent, c'est ça, j'ai des gens qui, mettons, ils ont cette base-là, on va dire, mettons, 4 fois semaine à peu près, Ouais. ils savent comment le répartir, mais ils vont commencer avec de l'intensité, tu sais. Est-ce que tu pourrais conseiller à un coureur qui débute de faire que de la zone 1, 2, peut-être Oui. 3, puis de jamais toucher à l'intensité Hey, avant attends un d'avoir... peu, depuis tout à l'heure, tu parles de zone, là. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les zones? Ouais, c'est ça. Ben, je peux le montrer sur ma montre, mettons, là, quand je starte un training. Là. 1, pas trop demandant. 2, un peu plus demandant. Tu 3, vois, t'es genre, à fond la C'est caisse. les Ok. heart rates, C'est ce là. que Mais j'avais comme pensé. j'ai des zones en bas, puis ça va m'indiquer dans quelle zone je travaille. Ouais, c'est ça. Ben là, après ça, tes programmes selon c'est quoi ton maximum heart rate à toi. Fait que c'est l'intensité. C'est l'intensité. En gros. Fait que, T'as exemple, pas besoin de me brag ta montre pour me c'est dire pas pour ça. brag ma montre, c'est des couleurs, ça Hey, aide à nous montrer comprendre. qu'il y a une belle montre. Non, Ben oui. non, mais puis mettons, fait que, tu sais, si je travaille en zone 1, ben, très simple. Zone Ok, 5, c'est j'ai bon, le goût de c'est dire. bon. Vas-y, 5. ta question. Ouais, ça va Ben, il y jusqu'à a où? des systèmes à 3 zones, 5 zones, 8 zones dans le cyclisme aussi, je pense. Ouais, c'est ça. souvent, nous, on travaille en 3 ou 5. Là. 3 ou 5, ouais, c'est Ouais. ça. Mais zone 1, c'est jog tranquille. Ouais. Correct, ça. J'aime ça. OK, t'es capable de parler avec la personne à côté Ouais. de toi de façon régulière, sans problème. Ok. Fait que là, la question, à ta question, Oui. commence juste avec de la zone 1. Ouais, c'est ça, hein. Construis-toi un volume de base Ouais. en zone 1 pour, entre autres, améliorer ta fitness, ton cardio, puis... tu sais, même travailler en zone 1 de façon régulière va augmenter ta tolérance à la course. Puis à un moment donné, va arriver le moment où tu vas dire, OK, là, j'aimerais améliorer vraiment ma vitesse, mon cardio, mon VO2 max, ma vitesse aérobie maximale. Et là, je vais intégrer de l'intensité. Et dans l'intégration d'une intensité, chez celui qui courait, admettons, à 6 minutes le kilo au jog, puis là, il dit, OK, là, je vais commencer à intégrer de l'intensité. Ben, le problème, le danger, c'est de dire, je vais faire 10 fois 1 minute à 4 minutes le kilo. Ouais. Là, il passe de 6 à 4. Fait que là, moi, j'ai dit, non, tu passes de 6 à 5,45, à 5,30, à 5,15, à 5 flat. Puis là, tu descends tranquillement. Puis chaque fois que tu fais un entraînement, tu as le droit d'aller un peu plus vite que celui que tu avais fait et que tu avais bien été et que tu t'étais pas blessé et que tu n'avais pas eu de douleur après. Et là, graduellement, ben, tu as augmenté graduellement ton volume. Après ça, tu intègres de l'intensité que tu intègres graduellement en vitesse. Et quand tu seras capable de faire une certaine vitesse, ben là, tu pourras même augmenter le volume dans cette intensité-là. Et là, c'est vraiment payant. Parce qu'il y a tellement de, genre, online coaches que ça n'a pas de bon sens, que justement, ils font un programme comme ça de base, puis je vois les gens, c'est ça, faire un 5 kilos à comme 6-12 kilos, mettons, puis après ça, séance d'intensité, puis je vois des bursts à comme 400-800 mètres à des speeds qui ont pas de bon sens. Puis après ça, ils me textent, hey, pourquoi je suis blessé? Je suis comme, ben, je suis comme, tu fais même pas 20 kilos semaine en zone 1 ou 2 relax, puis là, tu t'en vas te péter des intervalles parce que tu veux faire ton IROX dans 3 mois. Et il y a du mauvais des fois avec les tendances. Hein. Tu sais, quand on parle de blessures chez le coureur, c'est en moyenne 50%, là, mais selon les populations, c'est jusqu'à 80%. C'est intense, ça. Fait qu'il y a beaucoup de blessures chez les coureurs. Moi, je gagne ma vie avec ça. Là. Ouais, j'ai mon biais commercial d'être physio puis d'attirer des coureurs qui se blessent. Là, mais il y a un problème. Puis là, on peut dire, OK, la chaussure a clairement pas aidé. Ça, on peut dire ça. Avec son amorti, ses antipronateurs et toutes ses bébelles. Mais la raison numéro 1 pourquoi on se blesse aujourd'hui, numéro 1 est loin devant n'importe quelle autre cause, j'en ai fait trop vite. Ouais. J'ai mal quantifié mon stress mécanique. Je me suis pas écouté, puis j'ai commencé la course à pied. Puis là, je pensais que pour commencer la course à pied, je faisais genre un 4 km. Dans le fond. Puis dans le fond des fois en plus. Ouais. Puis là, je reviens. Ben, 4 km, c'est 20 minutes, c'est 1800 sauts sur une jambe. Puis là, je suis pas habitué, puis je le fais à haute intensité. Puis je suis une personne sédentaire, clairement, je viens de m'exposer aux blessures. Puis tu sais, quand on dit 80% des coureurs se blessent à chaque année, moi, je les vois pas toutes, là. Mais il y en a plein, ils commencent la course à pied puis ils arrêtent parce qu'ils ont mal. Oui. Puis ça, il y en a une tonne. Ouais. Hey, moi, Fait que la première chose à faire, dans le fond, c'est d'aller sur cliniqueducoureur.com et Ben oui, télécharger mais- l'étape 1, c'était ça? Ouais. Ouais, le programme Mais- niveau 1. Mais je vais le faire, pour vrai, je vais le faire, mais je vais y aller vraiment à mon rythme parce que là, je veux revenir à ma blessure que j'avais au tibia. Ouais. Parce que moi, j'ai une plaque de carbone moi, sur mon tibia, pas dans mes souliers. Super. Ouais. Celle-là, elle Fait marche que- mieux, je pense. C'est ça. Mais bref, elle me fait mal à chaque fois que je faisais de la course. Tu ne l'as pas fait enlever. Non, j'aurais
J'aurais probablement dû. Ça doit faire 10 ans, là, à peu près. Ben, mais on fait mal une fois par année. C'est drôle, le changement de température entre l'hiver et le printemps. Je sais pas si ça a rapport. Là. Probablement pas. C'est ça. Mais on dirait qu'à chaque fin de saison de hockey, peut-être, c'est peut-être à cause de ma saison de hockey, j'ai toujours mal à la jambe. C'était là récemment. Là, là, mettons que je vais courir à soir. Demain, si j'ai mal... Je vais remarcher, je vais comme je me. Mais c'est quoi ton entraînement à soir aussi? Là? Ben, l'étape 1, c'est quoi? 3 fois 1 minute. 3 fois 1 minute? Ouais, fait qu'il y a des chances, c'était pas mal. Parce que si tu as marché pour venir faire un job. C'est ça, puis même je cours avec mon gars. Là, fait que si tu fais 3 fois 1 minute de jog, tu fais 1 minute course tranquille, 1 minute marche, 1 minute course, 1 minute marche, 1 minute course, 1 minute marche. Puis avant, tu peux faire un petit 5 minutes de marche. Après, tu peux faire un petit 5 minutes de marche. Tu es parti 16 minutes dehors. Ça va bien. Jour après, tu fais 4. Jour après, tu fais 5. Jour après, tu fais 6. Puis là, à 6, tu dis, 6 minutes, je sens un petit peu mon tibia. Ouais. J'ai un petit inconfort. Je prends une journée off. Je prends une journée off. Ouais, parce que là... Là, on a le droit aux journées off. Quand tu as une irritation, une douleur, c'est toujours bon de dire, OK, je vais me reposer 1-2 journées, voir comment ça évolue. Je prends ma journée off. Je reviens à 5, parce que le 5 avait bien été, le 6 n'a pas bien été. Je reviens à 5, et là, je reste à 5 le temps de m'adapter. Parce que là, quand tu fais 5 minutes, tu as fait 450 sauts. Quand tu as fait 6 minutes, tu as fait 540 sauts. OK? Grossièrement, 90 par pas, là, 180 par minute. OK? Puis là, ben, tu sais qu'à 450, ça passe, mais à 540, ça passe pas. Fait que reviens à 450, reste là une couple de fois. Puis après ça, au besoin, ben, tu remontes de 15 secondes à la fois plutôt que de 1 minute. Tu viens de trouver ton seuil, tu viens de trouver la zone où ton corps te dit là, c'est assez. Ben, tant que tu t'entraînes là, tu vas te solidifier, rendre ton corps plus robuste, adapter tout le tibia autour de ta plaque qui te fait mal. Puis à un moment donné, tu vas être capable juste d'en faire plus. Et c'est ce processus-là qu'il faut bien faire chez les gens. Mieux quantifier le stress, mieux doser ce qu'on fait en réponse, en écoutant son corps pour être sûr qu'on ait la réponse adéquate. Et quand on fait ça, on ne se blesse plus. Pourquoi, tantôt, ça me fait penser, tu dis, tu sais, je me blesse moins parce que maintenant, je fais du transfert, des activités croisées, là. Ben, tu te blesses moins d'une part parce que tu as 15 ans de course en arrière de toi. Oui, c'est ça. Okay? Parce que là, tu as du bagage, ton os est solidifié, tu as eu des adaptations. Parce que tu es plus intelligent aussi. Deuxième affaire, on se blesse beaucoup plus quand on est jeune. On se blesse beaucoup plus quand on est jeune parce qu'on est beaucoup plus porté sur OK, je vais mettre de l'intensité. Moi, j'allais m'entraîner avec un club. C'est clair que je n'étais pas dans mes paces puis que je n'étais pas dans mes. Je m'entraînais trop fort parce que j'avais le goût de suivre les autres, parce que j'avais envie de montrer que j'étais bon. T'sais. Maintenant, quand je vais m'entraîner, c'est clair, je vais à mon pace. Il n'y a pas de. Fait qu'il y a plein de facteurs confondants qui te laissent croire qu'aujourd'hui, tu te blesses moins, mais ça n'a rien à voir avec ton cross-training que tu parlais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il n'y a rien qui était comme... Il n'y a pas une variable isolée qui a un impact sur tout ça, c'est sûr. Puis après ça aussi, quand tu parles de... Ça, c'est fou. Je check beaucoup les Norvégiens. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quand même intéressant. Les Norvégiens, dans le triathlon, sont comme... Big ça s'est demandé quand est-ce que tu vas courir. Toi, t'es toujours sur TikTok. Non, mais c'est pas sur TikTok. Ça, je suis les athlètes personnellement et leur coach. Puis je suis intéressé à leur manière de coacher parce que c'est un peu nouveau genre, un peu qu'est-ce qu'ils font, ou du moins ils brisent les traditions d'une certaine manière. Des nouvelles manières, des nouvelles méthodes d'entraînement au double seuil, là, c'est ça. Des choses comme ça, mais tu parlais de training partner justement, puis tu sais, mettons Christian Blumenfeld, un champion de triathlon, qui s'entraîne beaucoup avec Gustav Iden, qui est comme son ami, mais partenaire de training, puis il était comme... Je pense qu'il est en train de monter une étude là-dessus par rapport à s'entraîner avec un training partner qui est à force égale pour justement être capable de tout le temps de motiver à tenir les paces, avoir... Puis là, il essayait d'évaluer s'il y avait un output positif de s'entraîner avec quelqu'un versus s'entraîner seul. La question que je veux emporter par rapport à ça pour un athlète amateur, qui cherche à performer dans des événements quelconques, est-ce que tu penses qu'il faut écouter son corps tout le temps? Parce que je pense à ces deux gars-là qui s'entraînent ensemble. Littéralement, des fois, ils sont complètement fatigués, puis il faut quand même qu'ils aillent chercher le kilo à 3 flats. Ben, il y a deux choses. Il y a l'écoute sur ton corps musculo-squelettique. Ça, c'est la douleur au tendon d'Achille, c'est la douleur au tibia, c'est tes genoux qui sont fatigués, puis on parle des genoux, versus s'écouter au niveau physiologique. Je rentre dans un état de fatigue. Puis si je persiste là-dedans, parce que la fatigue va amener une surcompensation qui va faire en sorte que tu vas t'améliorer. Fait qu'aller dans les zones de fatigue, c'est bon pour après ça, quand tu te reposes, rebondir et puis t'améliorer au niveau physiologique. Mais cette fatigue-là, si tu ne l'écoutes vraiment pas,
tu vas tomber en ce qu'on appelle le surmenage, l'overreaching fonctionnel. Ouais. Puis si tu ne l'écoutes pas, l'overreaching non fonctionnel. Puis si tu ne l'écoutes pas, le surentraînement, le syndrome de surentraînement qui est problématique. Puis moi, j'ai des amis là, qui ont été cuits pendant 5 ans à ne pas pouvoir s'entraîner adéquatement parce qu'ils ont trop poussé la machine au niveau du surentraînement. Ils n'ont pas écouté les signaux de fatigue et de surmenage qui les ont amenés tranquillement à cette zone-là. Être fatigué, tu te reposes 2-3 jours, tu es correct. Des fois, une semaine d'affûtage, puis boum, tu rebondis, puis tu es super en forme. Quand tu es en surmenage fonctionnel, quelques semaines. Quand tu es en surmenage non fonctionnel, plusieurs mois. Puis quand tu es en surentraînement, ben, ça peut prendre des années à te remettre. C'est fou, ça. Okay? Fait que cette partie-là, il faut vraiment... la fatigue, c'est normal. Il faut que tu l'écoutes, mais elle est physiologique. Moi, je suis physio. C'est sûr que mon intérêt, c'est que tu ne te blesses pas. Et là, quand tu dis, j'ai été faire un entraînement, puis là, mon tendon d'Achille, il est un peu sensible, ça, il faut que tu écoutes ça dès le début. Ouais. C'est différent de je suis courbaturé, différent de j'ai mal un peu partout, parce que là, j'ai fait un gros training, puis là, j'ai cassé du muscle. Post-marathon, c'est normal que tu aies mal un peu partout, mais là, tu vas te reposer aussi post-marathon pour bien récupérer. Ouais. Mais si jamais, admettons, tu décidais de ne pas prendre le temps de récupérer adéquatement, il y aurait des chances que ta petite douleur de tendon d'Achille ou de genou dégénère en une vraie tendinopathie d'Achille ou une douleur fémoro-patellaire. Tu sais. Ouais. Fait qu'il faut s'écouter. Puis là, on va faire la différence entre s'écouter au niveau physiologique ou mécanique. Puis au niveau mécanique, ben, il y a du muscle qui est très stressé, qui va peut-être faire mal avec des courbatures, mais qui a un métabolisme tellement élevé que 3-4 jours après, tu es correct, voire une semaine au pire. Et un tendon qui, lui, a un métabolisme beaucoup plus lent, qui lui prend plus de temps à se guérir et à se réparer. Et si tu n'écoutes pas les premiers symptômes, tu vas être mon client bientôt. Tu vas venir me voir en disant « Ouais, ça a commencé il y a 1 mois, je pensais que ça allait passer, j'ai continué de courir. Puis là, finalement, je suis plus capable. » Fait que la ligne, est-ce qu'on la tracerait plus autour de... Mais en même temps, c'est parce qu'avec le temps, tu connais ton corps, mais il y a une différence entre le côté musculaire de la chose et Oui. tout le reste, dans le fond. Oui, là, ouais. effectivement. Ouais. Puis tu sais, si tu finis ton entraînement, tu dis « Ouf, là, j'ai les genoux fatigués. » Tu sais qu'il faut que tu te reposes, mais 2-3 jours après, tu dis « C'est correct. Ouais. » Ben, tu continues, puis c'est correct, là, tu sais. Ouais. Parce que tu vois, là, comme le marathon est fini, j'ai mal au quad, mais comme j'ai pas mal au tendon d'Achille, j'ai pas mal aux chevilles, j'ai pas mal aux genoux, Ouais. c'est comme... Ça c'est va. musculaire. Ouais, c'est ça. Tu Ça vas va très bien revenir. récupérer. Ouais. Ça va prendre quelques jours, au pire 1 semaine, puis ça va être réglé, là. Ouais. Et tu vas même être immunisé pour le prochain. Let's go. J'espère. Non, mais parce que trop souvent, c'est ça, j'entends des gens que justement, le genre David Goggins mentality de se pousser tout le temps plus fort qu'il faut. Puis je suis comme, ouais, là, ça dépend. Là. Tu sais, oui, le surentraînement, mais avant ça, toutes les blessures qu'on vient de nommer, puis après ça, ben, tu t'es poussé vraiment fort dans un build de 16 semaines, mais à la semaine 11, ben, tu t'es pété le genou, puis il n'y en a plus de marathon. Tu sais. Écoute, moi, moi, je vois beaucoup de coureurs blessés. Ouais. Dans ma clinique, on est 18 physios. Ils sont tous spécialisés en course à pied. On doit voir probablement... on doit faire plus de 10 000 traitements de coureurs blessés. Moi, je les vois, les coureurs blessés. Ils sont extrêmement nombreux, là. Ouais. C'est plus qu'un coureur sur 2 là, qui vient... qui ça va pas, là. C'est si simple en plus. C'est un pied devant l'autre. Oui, c'est ça l'affaire. Puis en plus, les règles sont simples. Hein. Je les répète, il y en a 6, là. En plus, j'ai dit tantôt qu'il faut pas que j'y aille parce que je vais avoir trop mal au tibia. Genre. Ouais. T'as bien l'air, faut que j'y aille toujours. Non, mais, Ouais. mais petit. Des petits pas. Puis que j'arrête de faire des grands cristis de pas de je fais du bruit quand je cours. Hein. On T'sais- m'entend arriver. C'est qu'on m'entend. Allez consulter un physio, un professionnel de la santé spécialisé en musculo-squelettique. Ça serait bon pour toi pour d'abord avoir un diagnostic. Parce que là, tu me parles de ça, puis tu sais, on a 3 diagnostics qui se traitent un peu différemment. Au moment où on a un diagnostic, si c'est un syndrome de Loge ou une périostite ou une fracture de stress, là, on va pouvoir te guider comme il faut. Ben, c'est ça, vous faites pas juste réparer, là, vous guidez aussi, dans le fond, là, pour donner des bonnes habitudes. Ben, il y a tout un aspect préventif que moi je fais comme physio. C'est ça. Là. Mais tu sais, la première affaire souvent, c'est qu'on va éduquer notre patient. Après ça, on va essayer de gérer ses douleurs. Et tranquillement, on va aller vers qu'est-ce que je peux te donner comme truc pour prévenir que ça revienne l'année prochaine puis que tu aies du fun dans ton sport. Ouais. C'est ça que j'adore de la physio. C'est que Ouais. c'est pas juste un traitement. C'est ça. C'est comme le guide, le suivi, le pourquoi c'est arrivé. Puis tout. Mhm. C'est pas juste t'as mal là, on l'a guéri. Puis on va s'en voir dans 6 mois finalement. Ben, puis tu vois-tu, quand que je m'étais cassé puis le tibia, j'étais supposé de faire de la physio. J'étais allé une fois voir la physiothérapeute. J'avais tellement eu une mauvaise expérience avec elle. Là. Que t'étais Je pas l'avais retourné. haï, j'étais pas retourné. Ah, moi, j'ai toujours. Puis là, j'ai encore des problèmes aujourd'hui. Ben, tu sais, pas des problèmes. Ouais, mais n'importe quel professionnel de la santé, je pense que c'est bon d'avoir une bonne relation avec, là, que ce Ouais, soit un psy, un physio ou un médecin ou quoi que ce soit. Là, tu sais. Moi, il m'en reste 2, OK?
La première. Moi, j'en ai une pour vous si vous voulez, en bonus à la fin, là, Ok. qui bouleverse les pratiques. Là. OK. Ouais, j'aime ça. Moi, OK, mon avant-dernière, c'est qu'est-ce qu'ils ont les Kenyans de si hot? Ouais. C'est-tu que dans la culture de c'est leur sport international, national, c'est quoi qui les rend si bons? Il y a certainement cet aspect-là. Ouais. La partie culturelle, tu sais, moi, ça fait 3 ans que je vais au Kenya à chaque année. Ouais. OK, je m'en vais à Iten, qui est le village où il y a le plus d'athlètes élites qui ont été formés au monde en course d'endurance. C'est là qu'Kipchoge s'entraîne, c'est là que tous les athlètes élites s'entraînent, puis à peu près tous les athlètes européens ou nord-américains vont s'entraîner à Iten parce qu'il y a une culture de la course à pied qui est particulière. Tous les facteurs ont été étudiés. Hein. Comment ça se fait qu'ils sont aussi performants? On a regardé, ils ont-tu un meilleur VO2 que les Caucasiens? Non. Ils ont-tu une meilleure capacité pulmonaire? Non. Ils ont-tu des types de fibres musculaires différentes? Non. Les facteurs les plus importants, c'est l'économie de course. Ils sont plus économiques quand ils se déplacent sur 1 kilomètre que nous. Et il y a des facteurs sur cette économie de course-là qui sont aussi morphologiques, qui ont des plus petits mollets. Tu sais, je te parlais des pieds légers. Là, ils ont des plus petits mollets, donc les masses distales sont moins lourdes, donc ils sont plus économiques déjà. Ils ont un calcanéum plus court, ceux qui performent plus, qui est relatif au fait d'avoir grandi pieds nus, qui fait en sorte que ton calcanéum va être plus court. C'est comme un petit braquet en vélo là, qui te permet d'être plus efficace. Il y a différents paramètres morphologiques, mais après ça, il y a aussi on organise une course au Kenya, une course de trail d'ailleurs. Si tu as envie de faire une belle course de trail au Kenya, c'est à Iten directement. Mais c'est pas là que vous avez fait des trucs avec Jean-Mathieu Blanchard puis Jay du temps des années aussi. Oui, Jay était avec nous cette année. Ouais, Mathieu Blanchard était là la première année. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Puis en fait, on organise une course, puis là, c'est la course la plus relevée de trail au monde. OK. Ça m'intéresse. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, ceux qui cette année, il y a un groupe de Julien Lyon, qui est un groupe de les Milli Mani Runners, qui ont fini dans une Golden Series, là, en Ultra Trail. Ils ont fini, je me souviens plus, 5, 7, 9 exemples. Puis au Kenya, ils avaient fini genre 7, 9 puis 11, ou je me souviens plus des chiffres exacts, mais puis là, tu avais comme une compétition internationale la plus relevée, une des plus relevées, versus cette course-là. Il y a une densité impressionnante parce que tu as des personnes qui n'ont jamais les moyens de se payer un billet d'avion pour aller faire une course en Europe. Ouais, fair, ouais. Et qui clencheraient à peu près tout le monde dans cette course-là ou presque. Tu sais, on a des gros noms comme Kylian et comme il y en a plusieurs là, maintenant là, tu sais, qui sont très forts. Mais là, on a une densité, mais qui est impressionnante. Et pourquoi ils sont bons de même? Ben, ils ont grandi en altitude. Ils ont cet intérêt pour sortir de la misère de peut-être gagner une course. Quand ils gagnent une course, ils gagnent 2000$. Mais 2000$, là, c'est le salaire annuel de certaines personnes là-bas. Là. Fait que là, tu gagnes une course, puis c'est comme si, tu sais, prends ton salaire annuel, puis dis-toi, c'est la bourse que je gagne quand je fais le trail de la clinique du coureur, admettons. Sponsorship aussi, probablement. Oui, mais ce monde-là, s'ils ont du sponsorship en plus, c'est que là, ils sont vraiment de très haut niveau, et là, ils sont multimillionnaires pour la place. Ouais. C'est ça qui est particulier. Et fait que tu sais, il y a certainement des motivations qui sont intrinsèques pour se sortir de la misère, pour faire de l'argent, pour être quelqu'un au niveau social, parce que la culture est très, très, très forte. Ça, c'est une grosse partie. Puis après ça, ils mangent super simplement. Tu sais, ils sont dans un milieu qui baigne en course à pied. Mais ils ont aussi des particularités morphologiques qui leur donnent un avantage au niveau économie énergétique. Je cancelle mon autre question parce que je veux poursuivre dans ce que tu viens de dire. OK, là, on parlait du poids des chaussures. Tu as parlé du poids des mollets de ces gens-là. Ça veut-tu dire que moi qui fais ma course avec mon sel dans ma belt en arrière, d'enlever mon sel, ça me donnerait un edge de vitesse? Tu sais, genre, est-ce que si je réduis le poids maximal sur moi... Oui. Là, j'étais vraiment en train de réfléchir à ça. Tu sais, exemple... OK, on parle en termes de pourcentage. Là. Moi, genre, les gens qui courent une casquette par en avant, je comprends pas, mais là, c'est moi qui capote. Ouais, c'est ça. Je suis comme crème. Chris, c'est sûr, ça va par en arrière. Anyway. Mais il est écrit ciel en avant. Ouais, je sais. Mais après ça, je réfléchissais à ma stratégie de qu'est-ce que je mets. Puis tout, bon, puis là, mes écouteurs ont chié parce que normalement, ils ont une mémoire interne. Puis là, je peux écouter ma musique sans avoir mon sel. Ouais. Ça a chié juste avant la course. J'ai couru avec. Ça m'a tanné. Même j'ai échappé des gels au kilomètre 7 à cause de ça. Puis j'étais comme fuck. Mais t'as-tu tes AirPods ou ben mes écouteurs open ear. Ouais, c'est ça. Fait que si je réduis le poids maximal sur moi, je m'aide aussi. Oui, tu t'aides tout le temps. Ouais. La seule affaire, c'est que le poids sur ton ventre est 10 fois moins coûteux que le poids sur tes pieds.
Fait que c'est ça, c'est vraiment plus dans le pied que c'est. L'affaire qu'il faut d'abord que tu diminues, c'est le poids de tes chaussures. Première affaire. OK. Après ça, tu peux pas couper dans tes mollets ni dans la grosseur de tes pieds, mais ça serait ça l'idéal. OK. Et après ça, ben, tout ce que tu peux enlever aussi sur le tronc va avoir une influence, mais beaucoup moins importante. OK. Mes jambes rasées, ça sert à rien. Hein. Ouais, en vélo, ils ont calculé. Ouais, c'est genre 2-3%. Ouais, je me souviens plus. Là. Mais je sais, puis là, je viens de faire un TikTok là-dessus aussi. Puis là, le monde sont comme. Parce que là, je demandais aux filles, j'étais comme, est-ce que vous aimez ça, les gars? Genre, les gars. C'est quoi la réponse? Ben, la réponse, c'est que les filles sont vraiment moins toxiques que les gars. Fait, la réponse, en général, c'est comme, tant t'es bien dans ton corps. J'étais comme, mais c'est pas ça ma question. Je suis comme, qu'est-ce que vous préférez? Parce que je suis comme, moi, si je rase mes jambes jusqu'à mon bib, ben, j'ai une bobette de poils, tu sais. Fait que là, en relation intime, comment qu'on vit avec la bobette de poils, tu sais. Ouais. C'était plus ça ma question. Mais là, faut que j'aille dans une group ride en discuter avec certaines filles, là. Ça a l'air pour élargir le point. Hey, mais moi, ça m'intéresse, je veux que tu me reviennes là-dessus. Ouais, ça pour ça. Mais la prise de masse, c'est pas une bonne affaire. Fait que tout ce qui est prise de créatine et compagnie, ça te fait des gros mollets, c'est peut-être pas la meilleure affaire. La créatine, je pense, pour les athlètes haut niveau, ça va faire une grosse différence. Mais parce que ça fait pas. Prendre du poids, c'est pas une bonne affaire. Répondre à tes questions, clairement, non. Fait que le gym, tu devrais comme. Non, je sais, pour mieux performer, il faudrait que j'enlève le gym. Mais je suis dans la mode des athlètes hybrides. Ça sert à rien de faire des gros mollets. Non, mais l'autre petite particularité du mollet, c'est que la majorité ont 99% de fibres lentes. Fait que quand tu veux hypertrophier tes mollets, c'est pas facile. Ouais. Mais oui, à un moment donné, si je veux, mettons Boston, je veux vraiment faire mon best PR, ben peut-être que je vais y aller en mode pas de gym puis que course. Là, en même temps, quand tu fais de la trail, il te faut des bons mollets, j'imagine aussi. Oui, des bons quads. Oui, mais en fait, des bons mollets, il y a une différence. Tu peux être très fort avec des petits mollets, tu peux être très endurant avec des petits mollets. Ouais, c'est versus, comme tu dis, j'ai des bons mollets quand on va au gym. Genre, je suis tout petit, j'ai des petits crises de mollets. Ouais, mais tu sais, justement, les Kenyans, c'est pas des gars qui sont super shapés, mais ils ont des sales jambes. Là. C'est juste comme. Ouais, tu sais, ils ont des tout petits mollets, très jackés, très hauts, avec un long tendon d'Achille, un calcanéum court, et ça leur donne de l'effet de rebond. Fait que, en fait, c'est qu'il y a une économie énergétique qui vient, entre autres, de ces paramètres-là. C'est de l'énergie gratuite élastique plutôt que du travail musculaire. Exactement ce que la plaque de carbone fait. Ouais, non, mais. Ça, je vais pas niaiser longtemps. C'est beau, mais hey, ils sont fucking beaux, mais Alpha Fly. Pour répondre à ta question, le retour énergétique du membre inférieur est à peu près de 140 joules moyen. Juste ton tendon d'Achille, on est à peu près à 70. Quand tu prends les plaques de carbone des meilleures chaussures, tu es à quelques unités. Ah ouais. Fait qu'il y a une différence. Potentielle, pas à cause de la plaque de carbone, mais à cause de la nouvelle génération, les nouveaux foams là, qui ont un retour énergétique plus important que les anciennes générations. J'essaie juste de me. Mais rappelle-toi, la majorité des gens répondent. Il y en a autant qui répondent pas qu'il y en a qui répondent. Ouais, c'est ça. Bon, on va dire que. moi, j'ai une question. Moi, j'ai fini. T'as fini, ouais. Qu'est-ce que tu penses du Berkeley? Berkeley Marathon? Bon, écoute, ça doit être une belle expérience. C'est historique. Là. Moi, je connais bien les gars qui ont écrit le livre sur la Barclay, qui ont écrit le livre avec moi, qui sont les frères Berg, qui ont été faire photo puis qui ont fait un super livre sur la Barclay. C'est quelque chose de spécial. C'est un stunt. Puis ça travaille l'imaginaire, mais tu sais, ça vient d'un gars un peu malade là, qui fume disait... sa top au départ. Ouais, c'est ça, mais toute l'histoire autour, le storytelling est génial. Là, Après, il y en a qui l'ont essayé, des athlètes de très haut niveau, il n'y a pas personne qui a réussi l'année passée. Non, je sais. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que... c'est particulier quand même. Puis le marathon des sables? Ben ça, c'est une autre belle expérience. Tu as un aspect technique supplémentaire. Mathieu l'a fait il y a quelques années. Au niveau équipement, il faut quand même bien gérer cette partie-là. J'en ai un, Karim, dont on parlait de pieds nus tout à l'heure, qui l'a fait en petites sandales. Ah ouais? Les gars, ils ont tous des couvre-chaussures pour pas que le sable non, excuse, pieds nus. Il l'a fait pieds nus. Puis il y a des sections où il y a des pierres tranchantes verticales, c'est un peu plus compliqué. Mais ce même Karim-là, fait que il a fini avec un peu de taping puis des pieds un peu maganés. Mais ce même Karim-là, à un moment donné, il m'appelle et dit « J'aimerais ça venir faire un 100 km pieds nus dans vos sentiers. » Je dis « OK, tu peux venir chez nous, tu te parques au lac Beauport. Moi, le sentier passe sur mon terrain. » Fait qu'il se parque sur mon terrain. Sa blonde est là pour le ravito. Il a fait le 5 km, très technique, rocheux, racineux. Il l'a fait 20 fois. Il a fait 100 km non-stop. Pieds nus. Il a fini son pied nu. Ses pieds étaient parfaitement propres et beaux. Ouais. Il y a un derme plus épais puis plus tolérant, mais aucune lacération, absolument rien. Wow.
L'année d'après, il dit « Ah, j'aimerais ça faire le record du monde pieds nus sur l'hiver sur la neige. » Fait que je dis « OK, on peut t'organiser quelque chose si tu veux. » Fait que là, il met la grosse arche sur le lac Beauport, sur la glace du lac Beauport. Puis la glace, il passe une zamboni pour faire comme une vraie glace. Puis il y a une zone qui est plus enneigée par-dessus la glace. Il a fait une 33, pieds nus. Sur un demi ou ça? Un demi. Ouais. Sur la glace. C'est la glace. Puis là, il a fini, il avait comme un petit peu... Il était un peu... Non, il y avait un petit peu d'abrasion parce que la glace était... La neige était très irritante. Là, il y avait comme de la... C'est comme... moi, ça me papier fascine. sablé, là. Ça me fascine. Mais L'humain mon me point par fascine. rapport à ça, Pourquoi? exactement, c'est on est capable de s'adapter à n'importe quoi. Moi, il me semble que t'es dans ton bureau, puis je voudrais courir pieds nus dans la neige. On peut t'arranger ça. Tu reçois la Salut demande. Blaise, j'ai quelque chose à te proposer. Tu demandes, viens te parquer chez nous. Pas de trouble. On fait ça. C'était quoi ta question bonus? Non, mais en fait, une zone de controverse qui est quand même intéressante, qui est l'hydratation pendant les épreuves d'endurance. Oh, ouais. Toi, comment tu gères ça, ton hydratation? Pourquoi t'as pas commencé par moi? Un petit Gatorade de temps en temps. Moi, Là, parce que c'est pas bière ou eau, là. C'est comme comment tu gères pendant ton marathon ton hydratation. Moi, c'est le vin. Ben, j'y vais avec un mix d'électrolytes. Pas un mix de carbs, mais les carbs, j'y prends juste en gel. OK. Puis j'essaie de faire du 500 ml et plus si je suis capable dans un marathon à l'heure. Ouais. OK. Et plus, ça veut dire que tu essaies de boire plus que tu peux? Ou... Ouais. Ben, en fait, là, parce que je t'ai entendu parler de ça, fait que je sais où est-ce que tu t'en vas. Mais ouais, j'essaie d'en ramasser au Weight Station après ça, dépendamment de la journée aussi. Là, ça dépend. Là, si c'est une journée qui est très chaude, je vais boire plus. OK. Mais généralement, j'essaie de respecter ça. Est-ce que tu bois avant d'avoir soif pour être sûr de ne pas être déshydraté? Pas nécessairement, non. Je suis pas le plus gros buveur, puis j'ai quand même une bonne tolérance à réussir à courir sans trop boire. Ouais, ouais. Genre, je suis contre les vestes d'hydratation, puis le monde me dit, c'est pas contre, là, mais je cours jamais. Tu sais, c'est vraiment rare que je cours avec une veste, sinon j'ai une petite bouteille flasque, genre. Ouais. Mais si je fais 25 et plus, peut-être, là. Ouais. Sinon, non, tu sais. OK. Ouais. Tes électrolytes, c'est pourquoi tu prends ça plus? Parce qu'on me dit d'en prendre. Non, mais pour être capable d'avoir une bonne rétention de mon hydratation, ultimement. Ouais, OK. Ouais. Ouais, je change pas grand-chose. Super, parfait. OK. Fait que je paye dans fais un le vide. topo rapide. Ouais, vas-y. En fait, tu as quand même des bonnes pratiques. Fait que t'es correct. Mais tu sais, moi, la réponse que j'ai souvent, c'est ben là, on m'a dit de boire avant d'avoir soif pour pas être déshydraté, pour pas avoir de crampes, pour pas avoir de coups de chaleur. Ouais. Je prends des électrolytes pour pas avoir de crampes. Ouais, ça aussi. Puis tout ça, c'est des faussetés. OK, super. Il n'y a rien de ce que je viens de vous dire là qui est vrai. Mais l'électrolyte en tant que tel a quand même une certaine fonction. Oui, les électrolytes ont une très bonne fonction dans le corps humain. Oui, la question, c'est faut-tu que tu en consommes dans ton Gatorade ou dans tes boissons parce que tu fais un marathon? Ben, Est-ce que tu vas te prévenir des crampes? Non. Non, moi, c'est pas pour les crampes, mais plus que... ben, je sais pas comment le vulgariser scientifiquement parce que c'est vraiment pas mon domaine, mais qu'il y avait une genre de meilleure rétention de l'hydratation. En fait, ce que ça fait, les électrolytes, c'est que si elles sont dans ton liquide, tu vas avoir une absorption qui est un peu plus rapide. OK, ouais, ça. Mais là, tu bois un verre d'eau. Ouais. Tu arrives au ravito, tu bois un verre d'eau. Il est avec ou pas d'électrolytes? Combien ça va de prendre de temps pour l'absorber? Quelques minutes avec électrolytes? 1 minute de plus sans électrolytes? Qu'est-ce que ça change au final? T'sais? Pas grand-chose. Rien. Ouais. Zéro rien. Si tu as soif puis que tu bois cette eau-là, ton corps il est assez brillant pour dire « Envoie-moi-en, j'en ai besoin. » Il va l'absorber assez vite, merci. Là. OK. Fait que là, le point autour de ce sujet-là de controverse, c'est qu'on a dit à tout le monde, boire avant d'avoir soif quand tu fais un marathon, surtout parce qu'il va faire bien chaud à Montréal ou à Ottawa. Et là, le problème qu'il y a avec ça, c'est que les gens ont bu avant d'avoir soif, ils ont surbu, et là, ils ont fait de l'hyponatrémie. Ouais. L'hyponatrémie, c'est que tu bois tellement, tu dépasses le 800 ml à l'heure, qui est la limite maximum qu'il ne faudrait pas dépasser. Puis on a fait ces recommandations-là dans le passé, hein, les nutritionnistes, les médecins, les physios, de dire il faut que tu boives 1200 ml à l'heure, il faut que tu boives le plus que tu peux pour être sûr de ne pas être déshydraté, pas perdre de poids pendant ton marathon, et tout ça augmente la probabilité de faire de l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est que là, tu produis une hormone quand tu cours qui est une hormone antidiurétique, donc tu ne vas pas aux toilettes. Tu conserves l'eau parce que tu sais que tu vas en avoir besoin pour suer, pour gérer ta température. Mais là, le problème, c'est que tu bois tellement. Avec l'hormone antidiurétique, tu conserves l'eau, puis là, tu deviens gonflé.
Là, ta bague commence à être enfoncée, tes mains deviennent saucisses, puis à un moment donné, tu deviens poché, puis à un moment donné, tu deviens tout gonflé. Et là, la suite, c'est que tu fais un édème cérébral, puis là, à un moment donné, ben, tu t'es étourdi, tu ne vas pas bien, et là, tu t'effondres. Et là, ben, on t'amène dans la tente médicale parce que là, tu viens de t'évanouir, parce que tu as trop bu. Et là, tu arrives dans la tente médicale, et là, le danger plus important encore, c'est de mettre une intraveineuse régulière à ce patient-là, cet athlète-là qui vient de s'effondrer. Et c'est là, normalement, qu'on le tue dans la tente médicale. Parce que tu viens le réhydrater encore. Parce que tu le réhydrates encore. Fait que là, dans les pratiques aujourd'hui, c'est les meilleures recommandations qu'on a, qui sont un consensus de Hugh Butler en 2015 sur l'hyponatrémie, c'est tu bois à ta soif. Ouais. Avant, pendant et après. Boire à sa soif. Point final. Tu n'as pas soif, tu ne bois pas. Inquiète-toi pas, quand tu fais un marathon, si tu commences à être déshydraté, tu vas commencer à avoir soif. Si tu ne perds pas 3, 4, 5% de ton poids de corps pendant un marathon, c'est pas normal. Si tu finis au même poids que tu as commencé, c'est que tu as trop bu et tu augmentes ton risque de faire de l'hyponatrémie. Puis là, moi, des cas d'hyponatrémie, j'en ai plein autour de moi. Là. J'en ai un jeune, là, il est arrivé aux États-Unis. Il arrive là, l'organisateur de course, il dit « Hey, on est au Texas, il fait vraiment chaud, il va falloir que tu boives beaucoup. » Il a tellement bu, il a fait de l'hyponatrémie, il s'est ramassé à l'hôpital pendant 2 jours aux soins intensifs. Fait que, tu sais, il n'est pas assez proche, là, tu sais. Fait que ce genre d'histoire-là, avec de l'eau et du Gatorade, parce que c'est pas parce que tu bois de Gatorade ou que tu prends des tablettes de sel et que tu prends tout ça pour compenser pour les électrolytes. En fin de compte, si tu bois de l'eau, tu dilues tes sels dans ton corps, mais même si tu prends du sel, ça ne compense pas. Fait que l'hyponatrémie est directement corrélée à la quantité de liquide ingéré, mais pas à la quantité de sel. Puis là, est-ce que, mettons, cette personne-là, est-ce que c'était loadé les jours avant ou c'est comme le matin même? Probablement que juste avant de partir, elle s'est dit « OK, là, il faut que je parte bien hydratée. » Fait que là, elle a trop bu. Elle a commencé à courir, elle produit son hormone antidiurétique, elle ne flush pas. Elle s'arrête à toutes les stations d'eau, puis elle part avec ses bouteilles autour de la ceinture. Puis là, en triathlon, ben, tu as le vélo. Fait qu'en vélo, tu peux boire pas mal. Là, tu peux renflouer tes affaires. Fait que elle a trop bu. Puis là, à un moment donné, elle ne filait pas. Elle s'est évanouie. La personne s'est évanouie 2 km avant l'arrivée. Et la gestion de course, c'est qu'ils l'ont amenée à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils ne connaissent pas l'hyponatrémie en course à pied, à l'effort. Et là, ça cause plein d'autres affaires parce que là, ils le remontent très lentement plutôt que de le remonter rapidement, qui sont 2 approches différentes. Et là, ben, ils le remontent très lentement. Il restait 2 jours en soins intensifs à être borderline, pas en santé. Et puis là, ben, il est revenu. Puis là, ils ont dit, là, tu cours pas pendant un bout. Puis là, malheureusement, ben, ça a juste par rapport. Fait que l'électrolyte. Ouais. Non, mais c'est malade. malade. Pas que de l'eau pouvait te tuer. Oui, ben, c'est fou. Mais donc, pour les crampes, je savais que c'est un peu de la foutaise. Après ça, après ça, t'as comme toute la business des BCAA, puis tout dans l'entraînement du gym, que ça, je savais que c'était 100% de la foutaise. Ou que, ben, du moins, si t'as l'argent puis t'aimes le goût, vas-y, I guess. Je sais pas si c'est nocif. Mais je sais même pas c'est quoi. Les BCAA. Une forme d'électrolyte. Ouais, ok, non, je sais pas. Ouais, en poudre. Non, mais en fait, les meilleures recommandations qu'on a aujourd'hui, c'est sale au goût, bois à ta soif. Ok, mais il y a quand même un petit gain à aller chercher avec le salé, justement, est-ce que je comprends? Non. Au goût, non? Ben, moi, je fais des 100 km, là. Ouais. J'en ai fait un. Ouais. Il était long. Ouais. C'est souvent ça qui arrive à 100 km. Je bois que de l'eau. C'est une distance de chasse. Mais quand j'arrive au mais ravito... tu mangeais quoi, par exemple? Ben c'est ça. Quand j'arrive au ravito, là, si jamais j'ai perdu du sel là, puis que j'ai envie de sel, qu'est-ce que tu penses qui me fait envie sur la table de ravito? Des chips, des affaires de même. Chips. Ouais, ça, Là, j'ai envie de manger un petit peu de sel. Ouais. En fait, le truc, c'est que si tu prends des électrolytes dans ta boisson puis tu as l'habitude de t'entraîner avec ça, tu as fait tes longues sorties, tes week-end shocks avec des électrolytes, fais la même affaire. Change pas de recette. Ouais. Moi, j'ai déjà fait ça dans le passé, là, puis à un moment donné, en lisant cette littérature, je me suis dit, bon, ça sert peut-être à rien. J'ai arrêté de le faire. Ça n'a absolument rien changé. En fait, j'avais des crampes avant. Puis là, je pensais que c'est peut-être parce que je manquais d'électrolytes. Ouais. Puis là, quand j'ai lu ça, je dis, ben, tant qu'à faire, je mangerai, je prendrai pas d'électrolytes ni rien. Pas de tablette, pas de quoi que ce soit. Et j'ai eu moins de crampes. Mais j'ai eu moins de crampes parce que j'étais mieux entraîné, parce que j'étais mieux préparé, beaucoup plus que parce que j'avais arrêté ou que parce que je prenais des électrolytes. Ouais. En plus, les électrolytes au marathon d'Ottawa étaient dégueulasses. Fait que genre, à chaque fois que je prenais un verre, j'ai juste comme... C'est drôle à quel point Gatorade puis Nike ils doivent pas t'aimer, toi. Mais ça, c'était intéressant, tu sais, le business des électrolytes dans les boissons énergisantes. Gatorade, c'est rendu le gros... Mais tu sais, mettons, un Gatorade qui est rempli de sucre,
ça peut être bon à la performance parce que t'as besoin de carbs, right? De sucre, oui. C'est ça, mais les zéros, la formule 0 qui est remplie d'électrolytes, t'es comme, je suis pas sûr de comprendre le message. Ouais. Mais ben, là, tu soulèves le C'est sucre. bon le lendemain de brosse. On est... Ça fait longtemps que je l'ai pas été. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Ah ouais, c'est vrai, aussi. Sincèrement, je suis pas sûr non plus. Ouais. Mais tu sais, tu parles de carbs, mais le fait de prendre du sucre va améliorer la performance. Ça, c'est très bien connu chez les adaptés aux glucides. Ouais. C'est-à-dire moi puis toi qui mangeons, entre guillemets, normalement au Québec. Celui qui a un régime cétogène, qui mange keto, puis qui fait de l'ultra-trail, puis qui a appris à ne pas consommer beaucoup de glucides, puis manger beaucoup de gras, puis lui, il s'est désadapté des glucides, ben, il améliorera peut-être même pas tant que ça ses performances, surtout pas sur du très long, avec une consommation de glucides. Ah ouais, Ça, c'est tous des sujets de controverse. Hein? Vous invitez un nutritionniste, là, vous la challengez sur ces affaires-là, c'est sûr que ça va chatouiller. Là. Parce que, mais c'est ça, parce que nous, on a été élevés dans cette... Ben, tout le monde est désadapté aux glucides. Là. Moi, je mange des glucides, c'est 70% de mon alimentation. Là. Ouais, c'est ça. Les pâtes, les fruits, le pain, tu sais. C'est juste pour être ça, parce que je me suis entraîné à être bon pour digérer des glucides. Fait que là, tu sais, je suis comme, fuck! Non, mais ça c'est une bonne... Si tu es un adapté, il faut aussi que tu t'adaptes à pouvoir les digérer pendant que tu cours si tu fais un ultra. Là, ouais, c'est ça. Ma tolérance à l'heure est rendue pas pire. Fait que, mais ça prend du temps. Ok, ben c'est fou. Mais Blaise, merci de... Cette franche... Je viens de détruire le monde à Alexis, par exemple. Non, mais il vient de me sauver beaucoup d'argent. Oui, surtout ça. Surtout ça. Moi, j'ai hâte de te voir arriver en URH, là, les petites sandales de Mexicains. Ouais. C'est tout torse nu, juste un t-shirt minimaliste, pas de montre, c'est mon pas de casquette à l'envers. Les cheveux longs. Hey, si je le pose pas sur Strava, là, vous allez savoir que je suis rendu à un autre niveau. Hey, pour vrai, un gros merci. Allez vous abonner. Les liens pour suivre la clinique du coureur, Blaise et tout ce que tu fais sont dans la description. Donc, allez voir ça, la gang. Un immense merci. Ça fait plaisir, guys. Merci. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.